Ce que je propose, c'est effectivement donc de commencer ma présentation sur effectivement la vaccination. Je vois Frédéric Lambert qui est effectivement arrivé, qui nous a rejoint maintenant. Frédéric va témoigner en fait du comment elle fait cette vaccination actuellement. Elle est dans le service de médecine du travail du CHU de Rouen et donc elle pourra passer sa présentation. Moi, je vais passer sous silence quelques éléments et c'est Frédéric qui vous montrera un peu comment elle fait, quelle est sa pratique à l'heure actuelle. Et puis sur le plan organisationnel, nous avons donc Corinne qui pourra aussi effectivement nous donner des éléments. Alors, vous avez souhaité 2 Zooms, un premier qui est plus centré sur la vaccination et cette pratique, et un deuxième qui sera plus sur l'organisation. Ça ne nous empêchera pas éventuellement de redire un mot sur le vaccin, mais voilà. Donc on va commencer, je vais commencer effectivement le diaporama que vous devez voir à l'heure actuelle. Voilà. Alors, c'est un diaporama qu'il faut sans cesse actualiser parce que, bah, évidemment, la particularité, c'est effectivement qu'on est dans une campagne de vaccination qui est très mouvante, qui évolue assez rapidement, ce qui, en fait, n'est pas toujours facile pour nous. Juste cette petite diapo pour rappeler que la vaccination, c'est un acte individuel et parfois collectif. Euh, on a un côté où on peut se protéger grâce à un vaccin, mais il est aussi utile de savoir que avec certains vaccins, on peut protéger son entourage ou bénéficier de la protection des autres. Protéger son entourage ou bénéficier de la protection des autres, c'est par exemple la vaccination contre la rougeole. On sait que quand on a atteint 95% des gens vaccinés, eh bien, les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, soit parce que, par exemple, ils sont immunosupprimés, immunodéficients, ils ont effectivement des problèmes d'immunité, eh bien, ils ne peuvent pas recevoir un vaccin virus vivant atténué. Donc, à ce moment-là, quand on a dépassé les 95% de couverture vaccinale, eh bien, ils bénéficient de la protection justement des autres. Et donc, on est en fait dans cette situation où certains vaccins, ce n'est pas le cas de tous les vaccins, peuvent permettre d'avoir une protection personnelle, mais aussi de protéger d'autres personnes autour de nous. Alors, ça, c'est pour faire un petit peu la passe de deux avec effectivement ce que je vous disais juste avant. J'ai entendu beaucoup de choses sur effectivement la grippe. Vous voyez, là, on est début de l'année 2020. On est sur la période où, ben, malheureusement, il va y avoir eu le premier confinement, donc avec effectivement un grand pic, ce que vous voyez là, qui correspond à des Covid. Et puis, vous voyez la grippe qui est ici en noir, qui disparaît finalement à l'opportunité en fait du Covid, un certain nombre de protections qui se mettent en place. Et puis, grâce aux mesures barrières et à la vaccination, vous voyez que la grippe, vous n'arrivez plus à la distinguer en fait du niveau basal, alors que malheureusement, eh bien, on a eu un deuxième confinement et vous voyez effectivement cette chose-là. Ça, c'est parce que certaines personnes disent que la grippe a disparu. Elle a disparu grâce aux mesures barrières et grâce à la vaccination. Et donc, aujourd'hui, on a pour le Covid, effectivement, les mesures barrières et la vaccination qui est en train de s'installer. Alors, qui aujourd'hui est effectivement le plus touché? Vous le savez, mais voilà en fait un graphique qui vous le montre. Les 75 ans et plus sont malheureusement responsables de 78% des décès en France. 15% pour les 65-74, et puis vous voyez après que le pourcentage n'est pas négligeable, non. Il y a 1% entre 15 et 44 ans, ce qui veut dire quelque part, là on est sur toute la population, hein, c'est soignants comme effectivement patients, on est effectivement sur une figure assez générale, et c'est donc les personnes les plus âgées qui aujourd'hui payent un très très lourd tribut au Covid. Vous l'avez rappelé, on a plus de 300 morts tous les jours, on est à la fin de l'année 2020 à plus de 60 000 morts en France, et on a donc une maladie qui, dans un certain nombre de cas, peut être très grave et qui touche plus les personnes âgées, mais pas exclusivement, et en termes de mortalité et en termes de gravité. Il est vrai que la gravité et la mortalité est plus localisée sur les personnes âgées, mais pas que. Alors, si on regarde, je dirais, les morts à l'hôpital, alors le terme n'est pas très joli, mais de résidents des ménages ordinaires, ça veut dire en fait, finalement, la mortalité de gens qui vivent chez eux. Et les morts de résidents d'EHPAD à l'hôpital et en établissement, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement jusqu'à 44% des morts qui viennent des EHPAD. C'était une source, alors je pense que vous ne voyez pas effectivement, ce sont des décès cumulés. C'est pour ça que c'est une courbe qui est effectivement comme elle est. Et donc, ça explique très bien pourquoi, en fait, il y a eu des priorisations de fait
et notamment une stratégie vaccinale qui a été de nombreuses fois effectivement annoncée à partir du mois de juin, juillet, et puis encore très récemment, il y a une publication qui a été mise en ligne sur le ministère de la Santé avec effectivement une rubrique, donc stratégie vaccinale, dont vous voyez éventuellement l'adresse. En fait, je ne suis pas sûr qu'elle se distingue bien en bas de la page, mais il y a 3 grands objectifs de santé publique qui sont annoncés dans cette stratégie, qui sont sur cette page. Faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie. C'est pour ça qu'on va dans les EHPAD, on l'a vu avant. Protéger les soignants, et là je vous l'ai mis en rouge parce qu'il est évident qu'il faut protéger les soignants qui sont au contact des formes les plus graves, alors que ce soit dans les unités Covid+, ou que ce soit évidemment dans les EHPAD. Et le système de soins, parce que une fois que le système de soins est débordé, malheureusement, le risque, c'est effectivement d'avoir une mortalité qui devient explosive. Et puis, évidemment, la stratégie vaccinale vise à garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination, et c'est pour ça qu'il faut une organisation. Un petit mot avec une diapo que je vous passe tout de suite pour vous montrer quand même qu'effectivement, il y a eu un investissement très, très important sur différents vaccins. Donc, vous voyez Sanofi, vous voyez Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford, Novavax, pardon, et puis d'autres vaccins qui vous sont sans doute un peu moins bien connus comme CureVac. Et donc, vous voyez effectivement aussi que les États-Unis ont très largement financé cette recherche, je dirais, sur la vaccination. L'Europe a également participé un petit peu, notamment sur le vaccin Oxford AstraZeneca, et puis le consortium Gavi, c'est-à-dire le consortium de Bill Gates qui s'occupe beaucoup de vaccination, a également effectivement participé à ce financement. Dans le CureVac, on a aussi effectivement un financement européen assez important, mais pour l'instant, on va le revoir, mais il y a effectivement certains vaccins qui sont disponibles et d'autres pas. Alors là, vous avez un petit compteur qui est tenu au jour le jour par le New York Times, qui en fait essaye de répertorier les vaccins. On a plus de 270 projets de vaccins, 43 donc en phase 1, 20 en phase 2. Le chiffre change régulièrement, 20 en phase 3, et voilà que vous voyez que ce chiffre est maintenant devenu très important. 8 ont une autorisation limitée. L'exemple typique, c'est effectivement la vaccination AstraZeneca qui, pour l'instant, est autorisée effectivement en Angleterre et qui a donc une autorisation d'urgence qui donc est dans ce paquet de 8 vaccins. Il y a aussi d'autres vaccins qui nous sont beaucoup moins bien connus, comme les vaccins russes ou les vaccins chinois. Et seulement 2 sont approuvés. Et les 2 vaccins qui sont approuvés au niveau international et mondial sont le vaccin de Pfizer-BioNTech et la vaccination de Moderna. Et puis, un projet a été abandonné. Alors, ce compteur, entre guillemets, est actualisé effectivement à chaque nouvelle évolution, à chaque nouvelle publication scientifique. Et donc, c'est une initiative du New York Times pour montrer un peu la complexité des choses. À ce moment-là, il est important de vous dire que la recherche contre, je dirais, le Covid-19 est partie un peu tous azimuts, puisque, en fait, toutes les solutions de technologie vaccinale ont été un petit peu employées. Celles qu'on connaît déjà depuis longtemps, celles effectivement où on prend le virus, on l'inactive ou alors on l'atténue. Et là, vous voyez qu'il y a effectivement 8 projets, plus en inactivé qu'en atténué. On est sur des vaccins qui sont surtout des vaccins d'origine chinoise ou russe. Il y a une autre approche qui est celle effectivement des vecteurs viraux. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais on est en fait là typiquement sur le vaccin AstraZeneca qui est non réplicatif, où on a en fait modifié le génome d'un virus pour qu'il ne puisse plus se répliquer. Quand il sera injecté, il n'y a pas de possibilité que ce virus se développe chez l'homme. Et on a cette approche, vous voyez que c'est une approche qui est très très importante à l'heure actuelle. C'est aussi l'approche française avec le vaccin contre la rougeole. Et donc, c'est une approche dans laquelle il y a probablement plus de 25 à 30 vaccins qui sont en phase de recherche. La gamme de vaccins aussi sur les acides nucléiques, ADN ou ARN. Alors, il existe des vaccins ADN qui sont aujourd'hui effectivement toujours dans des phases d'essai. Et ceux qui nous intéressent, mais il n'y a pas que les 2 que nous connaissons, sont effectivement les vaccins à ARN. On va revenir dessus, je vous rassure. Et puis enfin, une approche qui est beaucoup plus classique, que vous connaissez bien, parce que c'est celle effectivement de l'approche des vaccins contre la grippe, avec soit des sous-unités protéiques, soit des particules virales. Et là, vous voyez en fait un très grand nombre de vaccins. C'est l'approche de Sanofi. Malheureusement, vous savez que ce vaccin ne sera pas disponible avant, au mieux, la fin de l'année 2021, peut-être même probablement l'année suivante.
Et donc, voilà, brosser rapidement, je dirais, toutes les approches qui existent, même si vous ne retrouvez pas tout l'ensemble des 270 projets. Et vous voyez qu'il y en a aussi d'autres pour lesquels on ne sait pas effectivement quelle est l'approche qui a été choisie, qui sont effectivement en cours de développement. Alors, c'est une publication de Nature qui avait en fait je dirais, compté les différents vaccins. Et donc, c'est une publication scientifique. Ce n'est pas effectivement simplement quelqu'un qui compte, et ce n'est pas un travail journalistique pour le coup. C'est effectivement une publication qui est intervenue il y a maintenant déjà un certain temps. C'est pour ça qu'elle n'est probablement pas encore à jour. Elle est intervenue effectivement en fin 2020. Elle n'a pas été actualisée à ma connaissance. Là, je vous présente en fait un premier panorama des vaccins. Alors, 2 qui sont disponibles, un troisième dont vous savez la bonne nouvelle aujourd'hui. Le dossier a été soumis à l'approbation de l'EMA. L'EMA, c'est l'Agence européenne de médecine qui donne justement les autorisations de mise sur le marché. Et donc, le vaccin dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est effectivement un vaccin de type ARN messager. Alors, un ARN messager, on va revenir dessus pour expliquer ce que c'est. Il y a effectivement, en fait, un ARN messager qui est donc un message qui est encapsulé dans une particule lipidique et qui est en fait développé contre la spike protéine. On va revoir aussi ce que c'est que la spike protéine. À cet endroit-là, ce que je veux dire, c'est qu'il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'adjuvant dans ces vaccins, aucun de ces 3 vaccins, et il n'y a pas de conservateur. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est qu'effectivement, le vaccin Pfizer-BioNTech, on peut soutirer entre 5 et 6 doses. Et lorsque l'on utilise le bon matériel, c'est probablement 6 régulièrement. Si on n'a pas effectivement un matériel sophistiqué, il est possible que ce soit parfois difficile d'avoir la 6e dose. Le vaccin de Moderna est un vaccin, lui, à 10 doses. Et il y aurait un projet d'avoir à un moment des unidoses, c'est-à-dire des flacons pour une seule personne. Le nombre de doses dans ces 3 vaccins est effectivement un nombre de 2 doses qui sont à un espace d'environ 4 semaines. On pourra revenir sur effectivement le calendrier. Il y a eu un certain nombre de connaissances qui ont été mises à jour pour permettre justement d'étaler un peu dans le temps la 2e dose. Alors par contre, il y a des grosses différences entre effectivement les différents vaccins. Le vaccin Pfizer-BioNTech se conserve congelé à -75. Il y a alors une durée d'utilisation enfin une durée de conservation qui peut atteindre 6 mois. Par contre, une fois en fait qu'il a été décongelé, il ne se conserve à plus qu'à 4 degrés pendant 5 jours, et lorsqu'il est dilué à température ambiante, seulement 6 heures. Le vaccin Moderna, lui, est un vaccin qui se conserve entre -25 et -15 pendant effectivement là encore une durée assez prolongée de plusieurs mois. 30 jours quand il est à plus 4 degrés, mais avec une subtilité qui n'apparaît pas ici, qui est que ce vaccin se transporte congelé, et une fois qu'en fait il est décongelé, il ne peut plus être transporté, il n'est pas recommandé en fait de le mettre à disposition dans différents frigidaires, ce qui fait encore une difficulté évidemment pour un usage large en ville, classique par rapport à un vaccin. Alors que le vaccin AstraZeneca, lui, est un vaccin beaucoup plus classique, d'abord parce que c'est un vecteur viral non réplicatif, et ensuite parce que surtout il se conserve à 4 degrés dans un frigidaire et n'aura pas ces problèmes de conservation. Alors vous voyez quelques-unes des contre-indications, on va revenir là-dessus bien sûr. Alors, comment marche un vaccin à ARN messager? Eh bien, en fait, c'est quelque chose d'important. Le, le virus a été connu assez vite. Son ADN son ARN, pardon, a été effectivement assez rapidement isolé, séquencé, et on a en fait pu, en analysant en fait le code génétique de ce virus, rapidement découvrir où étaient codées les particules, les spike protéines, la protéine spicule, qui permet en fait au virus de s'attacher aux cellules d'un organisme, et que lorsque l'on empêche évidemment l'adhésion du virus aux cellules, eh bien, il n'y a plus de contamination à ce moment-là des épithéliums respiratoires, et à ce moment-là, évidemment, on espère protéger les gens de l'infection par le virus de la Covid-19. Et donc, on a isolé en fait cette petite séquence, on a mis, je dirais, des petits messages qui vont bien pour que lorsque les
nanoparticules lipidiques qui sont en fait une manière de transporter les ARN messagers qui sont très fragiles jusqu'aux cellules de votre organisme, de la personne vaccinée, eh bien, on va en fait libérer dans le cytoplasme de cette cellule le message pour fabriquer des protéines spike que vous voyez ici. Ces protéines virales vont sortir de la cellule, c'est vous qui les fabriquez. Il y a une fabrication de ces protéines pendant environ 2 jours, notamment à partir des cellules du muscle, dans lequel est faite l'injection. Et puis ces protéines sont ensuite reconnues par le système immunitaire. Il ne s'agit plus de virus, il s'agit spécifiquement de ces protéines qui permettent au virus de s'attacher. Et le système immunitaire, en développant une réponse immunitaire, va effectivement, de fait, ensuite empêcher le virus qui est porteur de ces spike protéines de s'attacher aux épithéliums respiratoires. Alors, ça, c'est l'explication du comment ça marche. Et là, il y a un élément extrêmement important à comprendre, c'est effectivement que le code génétique a été connu très vite. La mise en place, effectivement, d'un ARN messager, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à fabriquer. La nanoparticule, pour que en fait, l'ARN messager ne soit pas détruit, est quelque chose d'un peu plus subtil. Et du coup, on évite toutes les synthèses en fait, de virus et toutes les purifications qui existent et qui retardent d'autant, je dirais, la fabrication d'un autre vaccin. C'est pourquoi le vaccin AstraZeneca n'est pas aujourd'hui prêt. C'est tout simplement parce qu'il y a un délai de quelques semaines, mois supplémentaires. Et même dans le cas des sous-unités protéiques, vous voyez avec Sanofi, des problèmes de réglage, un certain nombre de choses qui font que c'est une mise au point de vaccin qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus délicate. Là, ici, vous avez effectivement actualisé le nombre de vaccins administrés pour 100 personnes. Et vous voyez que l'État d'Israël est celui qui atteint à l'heure actuelle une couverture vaccinale de l'ordre de 21%. Les Émirats arabes unis sont à 11%. Et puis, on va fouiller dans la liste pour trouver effectivement la France, qui en moyenne est à 0,21, ce qui effectivement n'est pas beaucoup. On est largement devancé par le Royaume-Uni qui a à peu près 2,72% de sa population et d'autres pays d'Europe qui aujourd'hui sont effectivement en termes de couverture devant nous. Alors, une autre manière de se rassurer également, parce que c'est important, puisque beaucoup de personnes disent oui, mais on n'a pas beaucoup de recul. C'est vrai qu'en termes de temps, on n'a pas beaucoup de recul, mais vous notez qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des différents vaccins qui sont disponibles, on atteint maintenant presque le chiffre de 30 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées. Il est vrai effectivement que les 9 millions de Chinois vaccinés ne sont pas vaccinés avec du Pfizer ou du Moderna, mais avec un vaccin ou plusieurs vaccins qui sont propres et pour certains mal connus. Par contre, les États-Unis, vous voyez qu'il y a 9 millions de personnes qui ont été vaccinées quasiment. Et là, pour le coup, on est essentiellement sur une vaccination avec et du Pfizer et du Moderna. Le Royaume-Uni a les 3 vaccins, Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Israël dispose du Moderna et mais principalement vacciné avec en fait du Pfizer. Alors, je ne vais pas continuer la liste, vous retrouvez effectivement les 138 000 vaccins réalisés en France et vous voyez quand même qu'il commence à y avoir un recul assez important par rapport en fait à cette vaccination. Alors ce matin, bonne nouvelle, je me réveille et là je tombe sur effectivement une carte qu'on n'avait pas compris qu'elle serait publique et qui montrait, grâce à l'engagement de tous, soignants, infirmiers, médecins, mais également la réactivité des différents hôpitaux, des différents partenaires, que en fait la Normandie est à 0,37% en tête entre guillemets du territoire national. On est quand même talonné de très très près par une très grosse région, ce qui numériquement fait qu'il y a plus de vaccination dans cette zone que la nôtre, qui est effectivement à 0,31. C'est un chiffre, enfin, j'espère pas que nous soyons battus, mais j'espère qu'effectivement la compétition va exister parce qu'il est évident qu'entre notre 0,37 et puis les 21% d'Israël, il y a effectivement quelque chose à rattraper. Juste cette carte rapide sur santé.fr. Santé.fr est le site qui va nous permettre de localiser les différents centres de vaccination. Donc, vous voyez ici la Normandie, grosso modo, et vous voyez la répartition des centres. Centres qui, pour l'instant, sont ouverts pour la vaccination des professionnels de santé, qui soient salariés dans les hôpitaux ou qui soient effectivement libéraux. Et vous voyez effectivement donc un grand nombre de centres. Il y en aura encore plus dans les jours à venir et vous aurez par cette carte également l'adresse des centres de vaccination à partir de jeudi pour les personnes de plus de 75 ans.
On va parler un petit peu spécifiquement du vaccin Pfizer. Sa composition est connue depuis qu'on dispose du résumé des caractéristiques du produit, c'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez, de la monographie Vidal. On a en fait une composition qui est parfaitement connue. Et j'attire votre attention sur la présence de polyéthylène glycol 2000. Le PEG 2000 est probablement en fait le composant qui, dans un certain nombre de cas, est très réactogène et est susceptible d'entraîner des chocs anaphylactiques. Évidemment, notamment chez les personnes dont on sait qu'elles sont allergiques au polyéthylène glycol, au PEG 2000, qui est un produit qui est utilisé notamment comme laxatif. Et on a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir déjà fait des réactions d'hypersensibilité et d'avoir réagi fortement. Et là, l'injection, malheureusement, du vaccin est pour eux très clairement contre-indiquée. On va revenir là-dessus. Mais vous voyez que c'est une composition qui est relativement extrêmement simple. Il y a effectivement 30 microgrammes d'ARN messager dans le vaccin, c'est très peu. Et puis, en fait, bon, quelques lipides, du sel, enfin des sels, des choses qu'on trouve de façon tout à fait classique, et du sucre. Et donc, une composition qui forcément est assez peu réactogène parce que, eh bien, relativement simple, sauf pour la partie polyéthylène glycol. Alors, je vous montre là la courbe, je partage avec vous cette courbe qui, en fait, est la base du raisonnement, je dirais, la plus intéressante et pas très difficile à comprendre. Vous avez ici, en fait, des gens qui ont reçu le placebo alors qu'ils pensaient recevoir peut-être le vaccin. Et la courbe qui est ici est celle des gens qui ont reçu le vaccin. Le vaccin, dans sa phase d'essai, s'appelait le BNT 162. On est toujours sur le vaccin de Pfizer. Les carrés bleus, en fait, signifient les gens qui ont fait un Covid. Les carrés bleus pleins sont effectivement les gens qui ont fait un Covid grave. Là, ici, vous avez la même chose avec les ronds. Donc ça, ce sont les cas de Covid. Et ici, un cas, et c'est le seul, cas de Covid grave, non mortel, qui a été observé après la vaccination par le vaccin de Pfizer. Il est intéressant de se concentrer sur le début de la courbe. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de J10, cette courbe de gens vaccinés, en fait, montre d'abord une raréfaction du nombre de cas de Covid, et alors surtout un plateau qui signifie en fait cette efficacité. Alors, au total, quand on fait la comparaison, il y a effectivement plus de 160 personnes qui ont fait un Covid dans l'essai clinique qui a engagé plus de 40 000 personnes. Cet essai clinique montre d'abord une efficacité à 95%, ça c'est la première chose que vous observez finalement sur la courbe ici, même si évidemment ici vous n'êtes pas à 95%, ça n'est qu'après avoir reçu la deuxième dose que vous avez en fait cette efficacité 95%. Mais on sait que à une trentaine de jours, on a déjà une efficacité de l'ordre de 80% pour la vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous constatez qu'après avoir reçu une dose, vous avez déjà une protection relativement importante, relativement solide, puisqu'elle va durer au moins 30 jours, voire peut-être même jusqu'à 42 jours. Et dans le sens inverse, qu'au contraire, les gens qui ont reçu malheureusement un sérum salé, bien malheureusement, continuent, eux, de faire effectivement des cas de Covid. Et ça, c'est très net. Vous voyez le nombre de cercles, vous voyez le nombre de carrés. Il y a effectivement, je dirais, pas photo. Et donc, la base de l'efficacité est observable sur cette courbe. Alors, qui dit efficacité dit aussi souvent, c'est vrai avec pratiquement tous les vaccins, un vaccin qui est capable donc, de bien provoquer une immunité, mais aussi une certaine réactogénicité. Alors là, vous êtes sur la publication originale qui a été faite de la phase 3, donc dans laquelle il y a effectivement 40 000 personnes, sur le vaccin de Pfizer, et vous êtes sur ce qu'on appelle une notification qui est, elle, une notification sollicitée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un assistant de recherche qui, tous les jours, va poser la question aux gens, comment vous vous sentez? Alors, j'ai peur que vous ne voyiez pas la légende du bas. Le premier élément d'histogramme que vous voyez ici est en fait la douleur au point d'injection. Vous voyez le deuxième histogramme ici, ce sont les rougeurs, et le troisième, ce sont les gonflements, ce sont les effets locaux. Et donc, chez les 16-55 ans, et vous voyez que l'injection en fait, de sérum salé, ça peut aussi être responsable effectivement d'une douleur au point d'injection, donc 14% versus 83%, avec en fait ici une gradation qui est très importante, puisque là vous avez en fait quelque chose qui est modéré, moyen, modéré, sévère ou de grade 4 qui nécessite effectivement, je dirais, plus d'attention du côté pharmacovigilance.
Alors, à titre personnel, je peux témoigner, j'ai été vacciné maintenant il y a plus de 8 jours contre effectivement la Covid par le vaccin Pfizer-BioNTech. Je ne sais pas si effectivement c'est Frédéric, mais il y a une infirmière du service de médecine du travail qui m'a vacciné. Je dois avouer, après, je dirais, concertation avec quelques-unes des personnes qui étaient autour de moi, que grosso modo, évidemment, la piqûre est désagréable. Évidemment, il peut y avoir une petite sensation effectivement douloureuse. Mais grosso modo, le vaccin est moins douloureux que lorsqu'on réalise la vaccination contre la grippe. Et le vaccin n'a pas été suivi, en tout cas dans mon cas, d'aucun effet indésirable, ni fièvre, ni douleur, ni rougeur, ni gonflement, juste une sensibilité au point d'injection pendant effectivement quelques jours. Je vous présente également une autre diapositive dans laquelle là on observe en fait des réactions un peu générales. Et donc vous avez en fait ici sur la première colonne la fièvre, la deuxième la fatigue, la troisième les maux de tête, la quatrième les frissons, et puis vous allez avoir vomissement, diarrhée, douleur, vous les apercevez, et douleur et utilisation d'antipyrétiques. Et donc, il est quand même intéressant de voir que dans le cas d'injection de sérum salé, avec le placebo ici, vous avez 33% des gens qui se sont plaints de fatigue. C'est quand même quelque chose d'assez relatif et que le différentiel pour les 16-55 ans, dose 1, n'est que effectivement de, on va dire, 14%. Alors, il est un peu plus important, effectivement, en deuxième dose, où là, effectivement, visiblement, les gens peuvent se plaindre un peu plus souvent de fatigue. Grosso modo, en notification sollicitée comme ça, ce qu'il faut comprendre, quand on compare ce vaccin avec d'autres vaccins qui ont fait l'objet de même type d'études, on n'obtient pas plus, effectivement, je dirais, d'effets indésirables que effectivement pour les autres vaccins. Alors, ce sont les vaccinations contre le pneumocoque, par exemple. Ce sont effectivement des vaccins qui sont, entre guillemets, récents, et on a effectivement un profil de tolérance qui est totalement comparable avec, avec d'autres vaccinations pour lesquelles on se pose peu de questions. J'avoue avoir été un peu inquiet en ce qui concerne la fièvre, les maux de tête et éventuellement la douleur dans le bras, et relativement très rassuré par ce que j'ai observé. Et puis, quelque chose qui est excessivement partagé avec les autres personnes que je connais. Alors, il reste un problème un petit peu sensible, qui est effectivement le risque de choc anaphylactique, dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui est considéré comme étant ultra rare. Au 23 décembre 2020, on avait en fait un nombre d'événements indésirables qui était relativement très faible, et le nombre de chocs anaphylactiques, ou en tout cas de réactions anaphylactoïdes, était de 21. Le temps moyen d'apparition était d'environ 13 minutes, et il est rappelé sur ce petit dessin un petit peu amusant que l'anaphylaxie alimentaire aujourd'hui, c'est 79 par million et par an, et donc ça fait un choc anaphylactique tous les 5 jours en France, et que l'anesthésie est responsable de 100 par million d'actes d'anesthésie, de choc anaphylactique également, alors que là, on est sur quelque chose qui est, on n'arrive pas encore bien à le préciser, entre 1 pour 1 million et 1 pour 100 000. Vous voyez, il y a une marge, mais on est sur effectivement quelque chose qui est un peu particulier, puisqu'en fait, dans les 21 personnes, on avait retrouvé que 7 avaient des antécédents d'anaphylaxie, et c'est une des raisons pour lesquelles on est effectivement sur quelque chose, je dirais, de relativement qui a exclu, entre guillemets, en fait, dans un premier temps, on a exclu les gens qui avaient ces antécédents d'anaphylaxie. Donc, la fréquence calculée, vous voyez, c'est de l'ordre de 11 pour 1 million, c'est-à-dire ce que je vous disais, on est effectivement sur quelque chose de ou 1 pour 100 000, ou de 11 pour 1 million, ou de 1 pour 1 million. Voilà. Alors, pour parler de ça de façon encore plus détaillée, je vous présente en fait des données qui viennent de sortir, qui sont issues du site de la Société française d'allergologie, et qui, je trouve, précisent beaucoup les choses, où clairement, les antécédents d'allergie à l'un des composants du vaccin, donc notamment le PEG, le PEG 2000, le polyéthylène glycol, et par risque d'allergie croisée, fait qu'il y a à l'heure actuelle une contre-indication à la vaccination, et donc il n'y a évidemment pas de vaccination de réaliser, pas de surveillance à réaliser. Les antécédents de réaction immédiate à une première injection vont contre-indiquer également effectivement la poursuite de la vaccination. Les antécédents de réaction immédiate à un autre vaccin ou à un médicament injectable, il est toujours possible proposé de sursoir à la vaccination, mais effectivement, après discussion avec des experts d'allergologie, peut-être de pouvoir réaliser les gens. Vous voyez que ça, c'est déjà une inflexion par rapport à ce qui était dit, c'est-à-dire grosso modo, on disait que les gens qui avaient un antécédent d'œdème de Coinck ou de choc anaphylactique ne pouvaient pas être vaccinés. Et là, vous voyez qu'on sursoit et qu'il est possible
de se vacciner après un avis d'expert et que pour tous les autres antécédents allergiques, notamment les antécédents d'allergie alimentaire, les antécédents d'allergie, rhume des foins et autres choses, ou effectivement d'urticaire, eh bien, on est en fait sur une vaccination qui est possible avec une surveillance qui doit durer 15 à 30 minutes. Ça change un peu la donne, ça nous permettra probablement de beaucoup plus effectivement vacciner facilement les gens. Voilà, alors antécédents de réaction immédiate, il faut aussi en prendre en compte donc les bronchospasmes, les urticaires généralisés et donc les chocs anaphylactiques. Les urticaires généralisés qui font suite à effectivement une injection ou à la prise d'un médicament doivent faire effectivement l'objet d'une analyse vraiment importante. Je vous donne quelques mots là-dessus parce que Frédéric va revenir. J'ai vu la présentation de Frédéric. Elle va effectivement, enfin, Frédéric est associé avec une collègue. Elles vont toutes les deux vous reparler un petit peu de ça. Juste pour dire que en fait, le vaccin est décongelé avant utilisation. Et quand en fait, le vaccin quitte le congélateur des hôpitaux, des centres pivots, comme l'on dit, en fait, on est sur effectivement des vaccins qui vont devoir être conservés entre 2 et 8 degrés. On sait que cette décongélation peut prendre 3 heures quand on essaye de décongeler 195 flacons. En gros, c'est une grosse boîte à pizza. Hein. Les vaccins peuvent après, en fait, être utilisés. Alors, soit quand ils sont décongelés de façon un peu violente à 30 degrés pendant seulement 30 minutes, soit effectivement être utilisés dans les 5 jours qui suivent quand ils sont conservés entre 2 et 8 degrés. Il est rappelé quelque chose d'important, c'est qu'on ne secoue pas le vaccin, on fait un retournement de cette nature-là, mais je sais que Frédéric va vous le réexpliquer et que, évidemment, il faut contrôler évidemment le produit qui est dans le flacon. Alors, je peux vous montrer un flacon, c'est pas gros, c'est le premier flacon qui a été utilisé dans le service de médecine du travail. Vous voyez, ça ressemble à ça. Vous l'avez aperçu sur différentes chaînes de télévision, c'est pas un problème. On va sauter plusieurs étapes que vous retrouvez dans la notice et qui sont dans le résumé des caractéristiques du produit et sur lequel en fait, Frédéric va effectivement reparler. Je veux juste effectivement insister sur le fait qu'on retire 0,3 ml des flacons, ce qui permet en fait d'avoir probablement 6 doses quand on utilise un certain nombre de matériel intéressant. Et comme il y a eu beaucoup de polémiques, je ne vais pas vous apprendre comment on fait une injection intramusculaire, mais il est proposé non pas de faire un pli, mais de tendre la peau et entre l'index et le pouce, de faire effectivement l'injection perpendiculairement au plan cutané, sans aspirer. Et oui, ça fait partie des choses qui étaient proposées et écrites dans un premier document. Il est proposé de ne pas aspirer parce qu'on sait qu'il n'y a jamais de retour veineux avec en fait la vaccination. Et par contre, que le fait d'essayer effectivement d'aspirer favorise très clairement d'avoir en fait des hématomes au point d'injection et donc des douleurs résiduelles. Et il faut évidemment injecter entièrement la dose du vaccin. Alors, rapidement, le V-deltoïdien, c'est le deltoïde dans lequel on fait les injections. Voici un modèle de seringue avec des faibles pertes et cette vaccination est bien réalisée effectivement en intramusculaire. Je n'ai pas, je dirais, de photos. Je vous montre en fait un vaccin contre la grippe qui doit être réalisé en intramusculaire également. Alors, la composition du vaccin Moderna, eh bien, vous voyez qu'en fait, elle ressemble beaucoup en fait, au vaccin Pfizer-BioNTech. On est sur un vaccin qui contient aussi, malheureusement, du polyéthylène glycol, le PEG 2000, qui est aussi allergisant, trométamine également, qui peut peut-être poser des problèmes, et puis en fait une composition qui est là encore extrêmement simple. Les étapes après décongélation, le Moderna, en fait, est un vaccin plus simple à conserver puisqu'il se conserve 30 jours dans un réfrigérateur entre 2 et 8 degrés. À partir du moment où il est décongelé, il ne doit plus bouger en fait, du réfrigérateur. Je ne vais pas insister, on n'a pas de dose à l'heure actuelle dans la région de Moderna. Ça viendra sans doute, mais ça ne sera effectivement pas extrêmement différent et vous aurez en fait des guides également qui vous permettront de bien vous situer par rapport à la récupération de ce vaccin qui n'est pas à diluer. Il n'y a pas de dilution dans le vaccin Moderna. Vous voyez à peu près la même courbe qui montre que peut-être pas à 10 jours, mais plutôt une dizaine, quinzaine de jours, bien, les gens qui ont reçu le vaccin Moderna, il y a effectivement une mise en plateau, il faut beaucoup moins de cas de Covid versus effectivement le placebo, et du coup une efficacité alléguée pour le vaccin Moderna qui est presque identique à celle effectivement du vaccin Pfizer. On est autour de 94-95% d'efficacité, et ceci y compris chez les personnes âgées, où on voit en fait
très peu de diminution d'efficacité en fonction de l'âge, même si on sait que les effectifs actuels ne sont pas très, très importants. Alors là, vous voyez en fait tout effet confondu, placebo, dose 1, dose 2, douleur au point d'injection, rougeur, gonflement ganglion. Donc les douleurs au point d'injection existent. Elles sont très rarement de grade 3, en tout cas très rarement sévères. Du coup, effectivement, les effets généraux sont assez semblables, avec de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des nausées, des vomissements, des frissons, pardon. Et vous voyez en fait que là encore, le vaccin Moderna a aussi une très bonne tolérance. Deux mots pour vous dire qu'on ne connaît pas encore grand-chose sur le vaccin AstraZeneca, même s'il y a eu des publications dans le Lancet. Il y a une erreur en fait qui a été faite lors de la phase 3. C'est cette erreur qui retarde actuellement un petit peu les publications et l'efficacité. Quand on faisait 2 doses complètes, on est sur une efficacité qui est un peu décevante à 62%, alors que l'erreur qui a été de faire des demi-doses en première dose montre en fait dans le groupe de 2700 personnes quand même qui ont reçu ce protocole, eh bien en fait une meilleure efficacité qui frôle les 90%. On est un petit peu en dessous des 2 vaccins ARN messagers, mais on est quand même effectivement sur une efficacité qui semble remarquable. Et donc, devant cette erreur de protocole, il a été décidé de réinclure des gens en phase 3 et de réexaminer cela, parce que vous voyez ici que en fait, c'est 8800 personnes. On avait un effectif qui est très je dirais, qui n'est pas aussi équilibré que celui effectivement dans cette situation-là. Et donc, il a été décidé de refaire un bout de phase 3. Et c'est ce qui explique une partie du retard qu'on va observer avant d'avoir effectivement le vaccin à nos dispositions. Un mot, et juste un, sur 2 vaccins qui sont à regarder. Le vaccin Sputnik V, qui est un vaccin d'origine russe, qui pour l'instant fait l'objet de très peu de publications, mais on sait qu'il y a un grand nombre de participants, une efficacité qui avait été donnée, annoncée à 92%. Et puis les Chinois qui ont aussi mis au point un vaccin Sinopharm pour lequel ils ont effectivement allégué une efficacité à 86%. 2 vaccins pour l'instant pour lesquels il n'est pas question effectivement d'en disposer en Europe à l'heure actuelle. Je suis presque à la fin, juste pour vous dire qu'en fait, initialement, on avait un phasage très précis du calendrier vaccinal. Première phase dans laquelle il y avait 800 000 personnes qui étaient très adaptées au nombre de doses dont on disposait. Une deuxième phase dans laquelle on avait 14 millions de personnes. 800 000 personnes ici, ça veut dire 1,6 million de doses. 14 millions de personnes ici, ça veut dire 30 millions de doses. Et vous voyez que cette phase 2, eh bien, on a commencé, quand on a vu qu'on progressait lentement dans les EHPAD, on a commencé la vaccination des professionnels de santé. Et c'est pour ça que vous voyez effectivement des 50 ans et plus. Et bientôt, la semaine prochaine, un début pour les personnes de plus de 75 ans, qui sont quand même très nombreuses et qui vont certainement nécessiter d'avoir, je dirais, en quantité, un certain nombre de vaccins. Alors ça ne fait que effectivement la synthèse de la situation dans laquelle on est, janvier-février, notamment les personnes âgées en établissement, parce que c'est elles qui payent le plus lourd tribut au Covid, les professionnels dans les établissements, et là vous êtes très concernés pour éviter d'abord de transmettre à ces personnes âgées évidemment le Covid, mais également pour éviter de l'attraper et de le ramener à votre maison. Et donc cette phase 2 qui devrait apparaître probablement, alors on a déjà commencé un petit peu, mais plus largement en février. Et puis un calendrier de livraison, vous voyez, qui a été montré par le ministre à la télévision et qui montre en fait en décembre 500 000 doses, 2,6 millions en janvier. Un tout petit début, vous avez vu effectivement le début des livraisons d'AstraZeneca, de Moderna, pardon, et peut-être 5 millions de doses dès, allez, on va dire plutôt fin février, puisque il va y avoir encore au moins une quinzaine de jours avant, je pense, que le vaccin AstraZeneca soit autorisé en Europe, hors Royaume-Uni évidemment. Mais des livraisons qui deviennent assez conséquentes pour pouvoir envisager, probablement pas tout le monde d'emblée, bien sûr, mais vous voyez ici 2,6 millions, 5 millions de doses de vaccin Pfizer pour pouvoir faire effectivement les plus de 75 ans. 3 mots, il y a 2 circuits, vous avez peut-être effectivement été témoin de ça, 2 circuits de livraison. Alors on parle, c'est très technique, de flux A, de flux B, mais vous avez surtout en fait une livraison directe dans les pharmacies référentes des établissements des EHPAD ou des PUI dans les EHPAD, et puis effectivement ça, ce que vous connaissez dans les établissements pivots qui sont dotés de congélateurs à moins 70, une centaine d'établissements effectivement en France qui stockent des doses.
vaccinent évidemment le personnel soignant, ont ouvert aujourd'hui la vaccination aux libéraux, aux personnes effectivement qui sont extérieures aux établissements et qui évidemment utilisent aussi leur vaccin pour vacciner dans les établissements qui disposent d'EHPAD ou du SLD ou éventuellement maintenant on peut envisager aussi les gens qui sont hospitalisés très âgés dans les SSR. Voilà vite présenter les comorbidités qui permettent effectivement aux soignants de moins de 50 ans d'être vaccinés. Alors, ce sont les comorbidités en général, ce ne sont pas celles des soignants évidemment, puisque j'ai peur qu'il y ait peu de soignants qui soient atteints de trisomie 21, et heureusement pour eux. Voilà l'ensemble des comorbidités que j'ai effectivement réussi à récupérer, qui sont identifiées et qui permettent éventuellement à un soignant de moins de 50 ans de prétendre à la vaccination parce qu'il est à risque de Covid grave et donc de décès. Un mot ici, et c'est presque la fin, en ce qui concerne, parce que je sais par expérience que c'est effectivement quelque chose qui vous pose problème. Un grand nombre de soignants ont déjà fait effectivement des Covid. Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination des gens qui ont fait le Covid. C'est juste totalement inutile. Quand vous avez fait un Covid récemment, Covid certain avec une RT-PCR, parce que l'on sait en fait que les gens ont une immunité qui va probablement durer autour de 8 mois, ce qui permet en fait de ne pas utiliser ces doses pour les vacciner, encore que ça soit possible, et effectivement de réattribuer ces doses à d'autres personnes. L'idée, c'est qu'on est dans un démarrage dans lequel on n'a pas effectivement toutes les doses qu'on voudrait avoir, en tout cas pas effectivement en quantité au point, et je dirais de permettre justement la vaccination élargie aux personnes de plus de 75 ans, les sapeurs-pompiers, les aides à domicile et ainsi de suite, qui vont évidemment consommer un certain nombre de doses. Et donc, l'idée, c'est quand quelqu'un a fait un Covid symptomatique avec une RT-PCR positive, eh bien, il n'est pas nécessaire de le vacciner. Ça peut être fait, mais il n'est pas nécessaire de le vacciner. Attention, c'est effectivement une situation relativement récente, parce que lorsqu'il s'agit en fait de gens qui ont fait un Covid en mars 2020, eh bien, il est probable que l'immunité se soit déjà, je dirais, un peu affaissée, ou en tout cas qu'il y ait effectivement moins d'immunité, et ces personnes-là doivent être vaccinées, et il est proposé de les vacciner pour essayer de les protéger, puisqu'on a malheureusement des cas de personnes qui ont fait 2 Covid. C'est rare, mais ça existe. Je vous ai mis un petit point de situation qui était le dernier connu, je dois avouer que j'ai oublié de l'actualiser, mais qui en fait était la NSM. La NSM, c'est l'agence du médicament et qui en fait faisait le point et disait qu'il n'y avait aucun effet indésirable grave qui était observé en France lors de la 2e semaine de vaccination et d'une façon générale. Il y avait effectivement aussi bien justement l'expertise sur les réactions allergiques dont vous avez vu le résultat un petit peu avant, qui semble survenir de façon extrêmement rare. Je vous présente ici un petit document qui a été mis en ligne par la NSM, qui est le guide des professionnels de santé pour justement comprendre et savoir comment déclarer les effets indésirables et savoir ce que c'est. C'est une page recto verso qui est remise généralement. Alors, il y a une version patient qui est remise effectivement aux gens. Puis, vous voyez ici l'adresse et à quoi ressemble le portail de déclaration qui permet aux centres régionaux de pharmacovigilance eh bien, de savoir ce qui se passe et éventuellement de faire des analyses de pharmacoépidémiologie. Un dernier lien utile, et notamment pour ceux qui travaillent dans les EHPAD, puisque en fait, le site du ministère, à l'adresse que vous voyez ici, a également effectivement mis en ligne des affiches d'information pour les EHPAD, informations à destination des professionnels de santé concernés par la vaccination, donc ce dont nous parlons, mais aussi informations à destination des résidents et des familles, puis il y a une 3e affiche qui est pour les professionnels de santé en général. Voilà. Moi, maintenant, j'ai fini. Et je pense que ça serait intéressant que Frédéric prenne la parole, que je me taise, qu'elle vous explique comment elle fait, comment elle vaccine, qu'elle vous rassure de comment elle vaccine. Frédéric, il faut que tu me dises si tu veux que je passe les diapos ou si tu veux les passer toi-même. Non, je pense que ce serait mieux que ce soit vous qui le fassiez. Alors, Parce que là, normalement, le diaporama est chargé. Je vais revenir à la première diapo. Alors, on va faire ça. On va partager. Ah, j'ai juste oublié un détail, c'était de la mettre en plein écran. Voilà, normalement, vous voyez effectivement la présentation de Frédéric Lambert et Aurélie Deneuve, dont je m'excuse, j'avais oublié légèrement le nom. Ce n'est pas grave. Allez-y, je vous laisse mettre la première.
Voilà, donc en fait, on va présenter pour commencer les commandes, ensuite les livraisons, le mode de conservation, la manière dont on reconstitue et l'administration. Je vous laisse avancer, Monsieur Leroy. Donc en fait, on a choisi, enfin on n'a pas choisi, c'est la manière de fonctionner, c'est sur rendez-vous, ce qui nous permet de calculer à l'avance notre nombre de doses et de voir l'éligibilité des gens pour se faire vacciner et ainsi éviter aussi le gaspillage. Donc voilà, pour rappel, en fait, un flacon, donc ça représente 5 doses de 0,3 ml. Nous, on n'a pas réussi avec le matériel qu'on a aujourd'hui à en tirer 0,6, mais a priori, c'est possible. Donc, on fait une réévaluation à la demi-journée du nombre de doses dont on aurait besoin. Donc, à l'après-midi, ça peut arriver que des gens non venus, du coup, ça libère des doses. Donc, on rappelle des gens. En fait, tous les jours, on essaye d'avoir des personnes jokers, on appelle ça, pour éviter de gaspiller des doses et de les mettre à la poubelle. En fonction du nombre de personnes qu'on a le lendemain, on commande la veille. Donc, la pharmacie, en fait, nous décongèle les doses la veille, en fait, pour qu'on soit livré le lendemain matin. Donc voilà, je remettais à titre indicatif, en fait, ça se décongèle en 3 heures dans le frigo et 30 minutes en air ambiant. Et surtout, les flacons ne doivent pas être couchés, en fait, au risque de diminuer et de fragiliser le produit. Voilà, si vous voulez bien avancer, Monsieur Leroy. Voilà, donc nous, on se fait une traçabilité, en fait. Tous les matins, notre agent de service va chercher les doses à la pharmacie. Donc là-bas, en fait, on l'a fait signer un registre pour la remise. Et de nouveau, dans le service, on remet nos dates, nos numéros de lot et l'heure à laquelle on les a récupérés. Voilà, et la température de notre frigo à ce moment-là. Je vous laisse avancer. Donc, juste la conservation, on l'a déjà vu, mais une fois sorti du congélateur, ça se conserve 5 jours au frigo, 2 heures en air ambiant avant reconstitution. Et une fois reconstitué, ça se conserve plus longtemps, donc 6 heures en air ambiant. Je veux bien que vous avanciez. Voilà. Donc, au niveau de la reconstitution, alors il faut savoir que le produit, il est légèrement blanchâtre. Et c'est normal, en fait. Sur le coup, on a été un peu surpris, mais après avis des pharmaciens, c'est tout à fait normal. Donc, le matériel nécessaire, une seringue de 2 ml, une aiguille de prélèvement, sérum Phi, une seringue tuberculinique. Alors, c'est parce que la seringue tuberculinique, c'est ce que nous, on a. Mais il y a la seringue avec des billes, enfin pas des billes, seringue avec moins de pertes, en fait, qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation de Monsieur Leroy, qui est utilisée ici au centre de vaccination. On n'a pas, mais nous, on ne l'a pas. Une injection intramusculaire, alors a priori, c'est quand même à adapter en fonction de la corpulence des patients. Chez nous, on a des patients qui sont en bonne santé, mais en fonction des, surtout en EHPAD, en fait, sur les personnes qui sont vraiment cachexxiques, probablement qu'une aiguille intramusculaire, ce sera compliqué à utiliser. Ensuite, décompresse et de l'alcool à 70%. Voilà. Donc, avant la dilution, il faut retourner une dizaine de fois très lentement le flacon pour être certain de la bonne décongélation. Voilà. Surtout pas agiter fort parce que ça va vraiment abîmer le produit du coup. Ensuite, on désinfecte le septum, on injecte 8 ml de sérum Phi. Et quand on a injecté l'air, en fait, pour éviter la pulvérisation, quand on va retirer l'aiguille, on retire 1,8 ml d'air. Comme ça permet d'égaliser les pressions à l'intérieur du flacon. Voilà, donc après dilution, ça se présente du coup toujours sous une suspension blanc glacé. Si antico, oui, on fait quand même l'injection, mais il faudra vraiment presser fort pendant 2 minutes et surtout pas masser, mais on le remet plus tard. Une fois l'injection du sérum Phi dans le flacon, de nouveau, on retourne 10 fois doucement, histoire de mélanger. Si jamais là, il y a une décoloration, une apparition de particules, il ne faudra pas injecter et faire une déclaration de pharmacovigilance.
Donc nous, une fois que c'est fait, on note la date et l'heure de la reconstitution. Alors, sur l'étiquette du flacon, c'est compliqué parce qu'il est vraiment très petit, mais du coup, on se refait une étiquette et puis on note le numéro de notre flacon au fur et à mesure de la journée. Et puis après, on prélève dans des seringues tuberculiniques, donc 0,3 ml de produit par dose. Donc pour nous, le plus simple, c'est de préparer nos 5 doses d'un coup. Comme ça, on n'a pas, pas trop de manipulations à refaire derrière. Et de nouveau, le vaccin se conserve à 6 heures à température ambiante. Et puis l'administration, donc dans le deltoïde, en intramusculaire, plutôt sur le bras inverse du bras maître pour prévenir la douleur. En fait, si jamais il y avait une douleur, bon, ça permet de pouvoir continuer de travailler ou d'écrire ou de faire quoi que ce soit. Donc voilà, de nouveau, en cas de prise d'anticoagulants, on fait quand même l'injection intramusculaire, mais on comprimera pendant 2 minutes sans masser. Et tous les résidus de vaccin, donc, et ou les doses non utilisées, doivent être jetées 6 heures après la dilution. Voilà, et donc finalement, il n'y a rien de nouveau dans la pratique qu'on fait déjà tous les jours quand on reconstitue des ROR. C'est une pratique très commune, en fait, c'est des choses qu'on a déjà fait plusieurs fois. Voilà. Et donc, vous n'avez pas de difficulté, effectivement, et vous n'avez pas observé de choc anaphylactique, ni pour l'instant de réaction. Tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. On n'a eu aucune anaphylaxie. Les retours qu'on a, c'est légère céphalée, légère asthénie, mais de nouveau, c'est vraiment léger. Personnellement, je l'ai fait vendredi, j'ai rien eu du tout, même pas de douleur au point d'injection. Enfin, c'est beaucoup mieux toléré que le vaccin contre la grippe, qui est parfois plus douloureux. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que, en titre personnel, je trouve, et grosso modo, qui semble assez partagé avec effectivement d'autres personnes qui ont été vaccinées. On peut donner un peu le chiffre. Moi, j'ai vu dans un élément, je dirais, interne, qu'on avait vacciné un peu plus de 2000 personnes, c'est ça? Alors, il me semble que 2000 personnes, c'est médecine du travail et centre de vaccination confondus. Donc, on doit être à 1000, oui, c'est ça, 1000 personnes, à peu près la moitié d'agents du CHU. Voilà. Donc, alors, agents du CHU qui normalement sont soit effectivement des gens de plus de 50 ans, soit ayant des comorbidités, soit, et c'est effectivement un élément important à noter, notamment pour ceux qui sont dans les EHPAD, des personnes qui ont bénéficié d'une dose qui aurait été jetée parce qu'il restait effectivement une dose dans un flacon qu'on a essayé de récupérer. Et c'est le principe dans lequel le centre de vaccination a passé un certain nombre de personnes qui ne rentrent peut-être pas dans les critères de plus de 50 ans et, ou de comorbidité. Je voyais une question, du coup, oui, on garde les gens en surveillance 15 minutes après l'injection. Alors, ce que je propose, parce qu'effectivement, il y a Corinne qui scrute, parce que c'est difficile de gérer un petit peu tout et de regarder les questions. Je crois que Corinne Il y avait Leroy… des questions au tout début sur la vaccination. Il y avait une question sur, alors attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, j'ai fait la première injection, la deuxième est-elle plus dosée? Non, la première injection, évidemment, est identique effectivement à la deuxième dans le vaccin de Pfizer. Il n'y a que pour AstraZeneca où il est proposé, et ça va être vérifié, d'avoir des demi-doses à faire effectivement lors de la première injection. Non, non, Moderna comme Pfizer, ce sont les mêmes dosages, c'est-à-dire une dose complète. Alors, la spécificité du Moderna, je ne vous l'ai pas trop dit, mais c'est 0,5 millilitres au lieu de 0,3. Et effectivement, je dirais un vaccin qui n'est pas à diluer pour Moderna, alors que le vaccin de Pfizer doit effectivement être additionné de sérum salé. Est-ce qu'on a, si on a fait un vaccin DTP et qu'on a fait une éruption cutanée suite à ce vaccin, est-ce qu'on peut faire le vaccin contre la Covid? Oui, parce que l'éruption cutanée ne fait pas partie, entre guillemets, des réactions anaphylactiques. C'est peut-être, c'est pas sûr, une réaction effectivement
je dirais, à la vaccination, mais il est aussi possible qu'il y ait plein d'autres choses qui soient arrivées en même temps. Et aujourd'hui, ça ne fait pas partie des contre-indications. Et si une personne a fait un choc anaphylactique, mais qu'elle ne connaît pas l'origine de ce choc, est-ce qu'elle peut se faire vacciner tout de même? Peut-être, mais là, on va être prudent. On va effectivement l'envoyer vers un allergologue qui discutera justement de cette possibilité de vaccination. Et ce n'est pas quelqu'un qui doit arriver comme ça au centre de vaccination. Il faut effectivement en avoir discuté, réfléchi probablement avant de recevoir la vaccination avec un spécialiste. Il y a des demandes de précision sur l'efficacité, le temps d'efficacité du vaccin. Alors, la durée n'est pas connue. Après 2 doses, la durée n'est pas connue. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a plus de 80% d'efficacité après une première dose pendant au moins 50 jours. Voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est pour arrondir les chiffres. Ce qui fait qu'on peut proposer de ne pas faire en fait la deuxième injection à 21 jours, mais effectivement de la repousser à 28 ou 30. Moi, je ne suis pas pour qu'on aille jusqu'à 42 jours. Pourquoi? Parce que simplement, si le 42e jour, vous avez de la fièvre, vous n'êtes pas bien, on va surseoir évidemment à cette vaccination. Et là, on va tomber en fait dans un excès inverse, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien comment les gens vont être protégés. Donc, je dirais que dans l'intervalle de 30 à 40 jours, il est bien de passer effectivement la deuxième dose. Si jamais il faut y surseoir pour des raisons d'une infection aiguë ou effectivement d'un autre problème, c'est possible. Du coup, on a un petit peu de réserve. Voilà. Alors, il y a une question sur le matériel qu'il faut prévoir quand on vaccine contre la Covid. Je ne veux pas monopoliser la parole et je pense que là, effectivement, Frédéric pourrait nous répondre. Mhm. Le matériel à prévoir, on en a déjà un peu parlé. En fait, seringue de 2 millilitres pour avoir les 1,8 millilitres en fait, de sérum Phi, l'aiguille de prélèvement, après une aiguille tuberculinique, une seringue tuberculinique, pardon, une aiguille à injection, du sérum Phi, compresse, alcool. Comme toute Après, vaccination. oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien dehors. Ouais. Ok. Corinne, juste, est-ce que ta question portait sur le matériel de secours ou le matériel périphérique, je dirais, à la vaccination elle-même? C'était une question sur le matériel en prévision d'un éventuel choc, pardon. Ah oui, alors nous, on avait mis, on a le chariot de réa, mais on s'était quand même mis de côté de quoi vacciner. On avait un kit d'adré et une boîte d'épipène. Ok. Je ne sais plus si vous avez répondu à cette question par rapport à la carte de vaccination. Est-ce que vous notez cette vaccination Alors, non, on note pas la vaccination. En revanche, comme il y a une consultation médicale, en fait, en amont de la vaccination, le médecin, à ce moment-là, rentre dans Amélie Pro toutes les informations dont il y avait besoin et il y a une attestation de vaccination qui est remise à ce moment-là. Donc, du coup, les gens ils ressortent avec le numéro de lot, la date à laquelle ils ont été vaccinés et la date à laquelle il faudrait prévoir la deuxième injection. Et en fait, vous utilisez SIVAC à travers Amélie Pro pour effectivement qu'il y ait une remontée, je dirais, des gens vaccinés. Et ça fait partie des choses que les médecins généralistes peuvent voir quand ils ont accès par Amélie Pro au dossier en fait, de leurs patients. Pour revenir un peu sur la durée de protection, il y a une question autour de est-ce qu'il va falloir se vacciner tous les ans, un peu comme on fait pour la grippe? Alors ça, c'est une question à beaucoup d'euros. C'était probablement le rêve un peu secret de Sanofi, puisqu'ils étaient en train de travailler sur le groupage du vaccin Covid avec le vaccin contre la grippe. Aujourd'hui, ce n'est pas prêt. On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Et on pense qu'effectivement, le vaccin marche bien, donc il va avoir une efficacité qui sera au moins effectivement d'une année. Au-delà, on n'a pas effectivement la vision des choses. Alors, je suis passé un peu vite sur le fait que le vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Elle est conditionnée au fait qu'on va avoir les 6 mois de surveillance supplémentaires qui sont nécessaires, qui font partie des choses habituelles et que l'analyse de ces 6 mois supplémentaires devrait commencer à permettre d'avoir une prévision sur la durée d'efficacité à long terme du vaccin.
Et donc, on commencera à avoir ces éléments-là, je dirais, dans 3-4 mois pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, probablement plus tardivement pour effectivement le vaccin AstraZeneca. Et il y a même, vous l'avez peut-être vu ou lu, un vaccin qui prévoit d'être efficace avec une seule injection. On verra. Il y a effectivement beaucoup de vaccins et leur efficacité sera différente en fonction de la nature et en fonction de leur composition éventuellement. Le vaccin Moderna, par exemple, est presque 4 fois plus dosé que le vaccin de Pfizer-BioNTech. Ça fait partie des choses. Pour l'instant, par exemple, une des questions est est-ce qu'on peut interchanger l'un pour l'autre? Eh bien, actuellement, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas recommandé non plus. Lorsqu'on s'est fait vacciner contre la grippe, est-ce qu'on peut faire le vaccin contre la Covid? Oui, au moins 15 jours après. D'accord. Alors, il y a des questions encore sur la traçabilité, donc on a un peu répondu. Peut-être préciser quand même des choses sur la traçabilité par rapport à SI Covid. Je veux juste dire que si effectivement les personnes qui ne sont pas des listes, donc les membres de l'ordre qui sont effectivement là, veulent effectivement poser des questions ou traduire des questions qu'ils ont vues dans le fil de discussion, il n'y a pas de problème, bien sûr, hein. Ce n'est pas une exclusivité. Si quelqu'un veut effectivement le faire, pas de souci, on répondra à toutes les questions possibles et imaginables. Euh, Alors, traçabilité à ouais. travers Vaxi, c'est, enfin, peut-être que Frédéric ne le fait pas, je ne sais pas si c'est vous qui le faites, mais il semble quand même, dans les remontées que l'on a, qu'effectivement, ça ne prend pas très longtemps. Ça nécessite un peu de matériel puisqu'il faut une carte CPS ou une ICPS, mais grosso modo, c'est très, très, très rapide. Et finalement, c'est une fois en fait, qu'on a pris le coup, ce n'est pas quelque chose qui est difficile du tout. Alors, En fait, qui le fait dans le service de médecine du travail? Alors, en fait, c'est le médecin ou l'interne qui le fait. Alors, au final, le frein, c'est que les internes n'ont pas de carte CPS et sont obligés a posteriori de rentrer. Et c'est là où il y a une perte de temps. Mais quand ils peuvent le faire en même temps que la consultation, c'est fait dans les 5 minutes, hein. C'est très rapide. Voilà. Ça, c'est l'éternel souci de la CPS et effectivement des internes. Dans l'hôpital, c'est quelque chose malheureusement sur lequel nous luttons. est-ce qu'on connaît à ce jour un autre vaccin ARN? Oui, Moderna. Mais sinon, Ah, bah, pour l'instant, non. voilà. Pour l'instant, parce qu'il y a effectivement quand même d'autres projets de vaccins ARN messagers. Est-ce qu'il y aurait plus d'effets secondaires à la seconde injection? Oui, c'est quelque chose d'assez classique avec tous les vaccins. Souvent, effectivement, il y a un petit peu plus de réactogénicité lors de la deuxième injection. Et pour les femmes enceintes, donc la contre-indication et par rapport à l'allaitement? Alors, pour l'instant, pas de données sur l'allaitement. Je ne vois pas trop pourquoi ça serait un problème. Par contre, effectivement, contre-indication pour les femmes enceintes, tout simplement parce que ça n'a pas été testé. Et donc, on ne sait rien de ce qui peut se produire pendant la grossesse avec cette vaccination. Donc, ça fait partie des choses qui sont pour l'instant contre-indiquées. Je dis pour l'instant parce que l'expérience va venir. Il va forcément y avoir eu de vaccinés quelque part dans le monde des femmes enceintes en début de grossesse. Et on aura effectivement ces renseignements, mais ça va nécessiter peut-être 9 mois. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est bien, Heu, heureusement. alors ça, on l'a déjà dit, J'en profite, j'en ai une. ouais. Concernant tout à l'heure, docteur Leroy, vous évoquiez un fort taux de réponse de protection vaccinale, enfin supérieur à 90%, et notamment aussi pour les personnes âgées, alors que la réponse immunitaire, alors dans le cadre de la vaccination contre la grippe, est souvent beaucoup plus basse par rapport à un système immunitaire fatigué, entre guillemets, chez les personnes âgées. Donc cette information, est-ce qu'elle est valable uniquement par rapport pardon, par rapport au vaccin qui est utilisé en cours, ou est-ce que l'ensemble des vaccins aujourd'hui ont des réponses, des efficacités qui sont aussi bonnes que celui-ci, même pour des patients âgés qui sont les principaux sujets à risque? Oui,
Alors, il y a un effectif qui n'est pas très, très gros concernant le vaccin Pfizer-BioNTech, mais qui a permis effectivement d'avoir cette réponse. De la même manière que en fait, la question s'est posée pour les gens qui ont un IMC supérieur à 30 ou les gens qui sont atteints d'un certain nombre de pathologies. On a, je dirais, vacciné dans la phase 3 des populations qui ont des problèmes de santé, des populations qui ont du diabète, des populations qui ont un certain nombre de facteurs de gravité du Covid. Alors évidemment, une fois qu'on sous-segmente ceux qui ont reçu le placebo versus ceux qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont plus ont un IMC et ainsi de suite, l'effectif diminue évidemment. Mais les premiers éléments de réponse que l'on a, grâce à cette phase 3, montrent qu'effectivement, on a plus de 90%, par exemple, de réponse d'efficacité sur effectivement les personnes qui sont âgées. Alors, on est sur du 55-75 ans. Je crois qu'on a dû même avoir des patients jusqu'à 85 ans. Et donc, le phénomène d'immunosénescence dont vous parliez pour la grippe, on est sur des vaccinations qui sont très, très différentes quand même. Apparemment, n'existe pas effectivement avec le vaccin ARN messager, ou en tout cas est beaucoup moins préoccupant. On est aussi sur un vaccin qui a une bien meilleure efficacité, puisque 95%, on en est loin avec les vaccins contre la grippe, malheureusement. Justement, tu parles d'efficacité. Après une première dose, cette efficacité à 80%, elle est atteinte au bout de combien de jours? Alors avec le Pfizer-BioNTech, on est sur une dizaine de jours, 12 jours. Avec le vaccin Moderna, il faut rajouter sans doute quelques jours supplémentaires. On est autour d'une quinzaine de jours pour avoir en fait cette phase de plateau. Alors le plateau, c'est pas strictement, ça reste pas strictement effectivement parallèle à la ligne de base. C'est une phase où l'ascension est moins importante. Mais on voit bien effectivement que il y a beaucoup, beaucoup moins de cas de Covid à partir effectivement de 10-15 jours, on va dire, avec les vaccins ARN messagers. Il y a une question sur ICPS qui ne fonctionne pas actuellement, vos conseils. Là, c'est plus sur des organisations. Là, faut se rapprocher de l'assurance maladie. Ils seront là. Ils seront là jeudi pour les personnes qui viendront à la deuxième partie Zoom, donc qui pourront répondre en direct. Et pour les autres, normalement, il y a des infos qui sont plutôt pas mal sur sur Amélie Pro, pardon, c'est le contraire. Donc, vous pouvez aller vous connecter dessus. Et puis après, ils ont mis en place tout des conseillers informatiques assurance maladie qui peuvent aussi venir vous conseiller quand ça ne fonctionne pas. Il y a effectivement des tutoriels qui sont disponibles sur, enfin, sur la connexion, enfin, du côté Amélie Pro et pas du côté effectivement Amélie compte personnel. Une question qui est revenue, je connais, enfin, concernant la réponse, une question qui est revenue un certain nombre de fois lors des inscriptions, c'est, et là je la vois apparaître, qu'en est-il des patients qui, à ce stade, ne peuvent pas se déplacer dans les centres de vaccination? De ce que je comprends, ça va être pour l'instant compliqué. Il y aura peut-être des équipes mobiles ou avec les prochains vaccins qui auront une stabilité plus fine et plus efficace, les choses seront différentes? Je laisse Corinne répondre, elle est Mmh. beaucoup plus compétente que moi. Mmh. Et pendant ce temps-là, je vais répondre à une question que j'ai aperçue et vous Ouais. montrer effectivement les comorbidités. Donc, la problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, on va être en difficulté pour aller vacciner une personne très âgée chez elle avec ce vaccin tel qu'il est. Donc, il va falloir que, en tout cas pour ces personnes-là, on puisse attendre d'avoir un vaccin plus adapté avec des monodoses, hein. Pour ceux qui ont vécu le H1N1, on était dans la même problématique. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que par contre, là, pour le coup, il faut rappeler très, très fort les mesures barrières autour de cette personne, tant qu'on n'a pas un vaccin qui va pouvoir nous permettre d'aller vers elle, quoi. Et sur le fait, alors, une question qui s'adresse Mmh. à vous, Corinne, Mmh. au docteur Leroy, sur les éléments pour l'instant qui ne sont pas consolidés, sur la protection de la personne vaccinée qui empêcherait la transmission
du Covid, est-ce que le fait d'être vacciné permet de ne pas faire de forme grave, mais est-ce que aujourd'hui, sachant que tout va très vite et ce qui était valable hier ne l'est peut-être pas aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même des pistes ou des éléments de réponse qui nous permettraient de nous dire que oui, une personne qui est vaccinée sera moins contagieuse et permettra aussi de protéger ses proches? Absolument. Je ne vous ai pas montré tout parce que j'ai déjà été très bavard, trop probablement comme toujours. Et là, en fait, vous avez des éléments qui ont été publiés par la FDA qui, en fait, rapportent un certain nombre de choses. Donc, il faut comprendre que l'efficacité des vaccins contre la Covid a été évaluée sur la réduction de l'apparition des formes cliniques de la maladie. Or, on sait, et on a progressé, je dirais, entre le premier confinement et le deuxième, on sait qu'effectivement, il y a un nombre important de personnes qui font des Covid totalement asymptomatiques. En gros, avant d'avoir les tests de RT-PCR, on ne pouvait pas savoir que ces gens étaient en train de faire un Covid. Par contre, dans un certain nombre de cas, ils disséminaient probablement la maladie effectivement autour d'eux. Et donc, l'efficacité du vaccin a été décidée très rapidement, puisque les montages se sont faits en janvier, février, mars. Et puis après, on est parti sur effectivement des designs d'études cliniques. Et donc, ça a été retenu. Il a été retenu que c'était la forme clinique de la maladie qui était effectivement les éléments d'évaluation de l'efficacité. Alors, dans le sens inverse, on ne sait effectivement pas aujourd'hui si la vaccination va effectivement influencer la présence du virus sur les voies respiratoires. Mais Moderna a recherché la présence du virus dans le nasopharynx avant l'administration. Vous avez vu cette courbe tout à l'heure, alors en plus gros, mais Moderna a commencé en fait à s'intéresser aux personnes un petit peu avant et a commencé par faire effectivement des tests, a commencé par, je dirais, faire des écouvillons. Et ce qui a été noté, c'est que parmi les participants qui étaient séronégatifs au moment de l'inclusion, l'inclusion c'est le J0, ils sont restés asymptomatiques tout au long de leur suivi, donc ils n'ont pas eu de symptômes. On sait que certains ont été trouvés infectés au moment du deuxième prélèvement. Le deuxième prélèvement était juste avant, effectivement, la vaccination, donc au moment en fait de la vaccination. Alors, en gros, la conclusion, ça a été que sur 38 participants, sur 14 073, on n'est pas tout à fait sur le même effectif que sur le Pfizer-BioNTech. On a vu que en fait, 38 étaient porteurs du virus, alors que 14 seulement l'étaient dans le groupe vaccin. Et ça, c'est effectivement un résultat qui est en faveur d'une efficacité contre la présence du SARS-CoV au niveau des voies respiratoires supérieures. Et donc, c'est un élément qui est un peu indirect, qui est sur un effectif de personnes, puisque 38 ou 14 personnes, ce sont des tout petits effectifs, bien sûr, mais quand même, pour trouver ça, c'est 14 000 personnes au départ. Et donc, ce sont des choses qui vont avoir besoin d'être confirmées. C'est des études qui, effectivement, sont en cours pour voir si, effectivement, on a donc un effet sur le portage. En tout cas, avec Moderna, ça semble être possible. On ne le sait pas pour l'instant avec le Pfizer-BioNTech, mais les deux vaccins sont quand même très, très ressemblants l'un à l'autre. Il y a une demande que tu puisses remontrer les comorbidités. Oui, c'est fait. Je l'ai fait juste avant. Ah, pardon, je n'ai pas fait attention. Et il y a une question, parce que c'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit sur le vaccin, sur le fait que on pourra aller voir les personnes quand on aura un vaccin plus adapté. Et donc, il y a une demande par rapport à on ne pourra pas vacciner en libéral. Bah, ça va dépendre. Enfin, c'est vraiment avec ce vaccin, ça semble difficile pour l'instant de se promener avec une dose. Vous avez bien vu tout ce que Jean-Philippe a pu vous expliquer sur les contraintes de ce vaccin. Une fois qu'il est reconstitué, donc les collègues infirmières ont expliqué comment ça. Il y a une durée de vie qui est courte et on ne pourrait pas comme ça avoir un patient, hop, on va le faire vacciner et puis qu'est-ce qu'on ferait de cette dose qui serait entamée? Ça semble compliqué de fonctionner comme ça pour l'instant. Donc, c'est vrai que malheureusement, tant qu'on n'a pas d'autres vaccins, ça va être un peu compliqué. Par contre, il y a toutes les vaccinations qui se font en centre, qui vont continuer à se faire en centre, puisqu'il y a des centres qui vont continuer à se monter là. Et donc,
et évidemment, on souhaite, et on en reparlera jeudi, votre participation. Et je sais qu'il y a déjà de nombreux infirmiers, infirmières libérales qui sont venus dans les centres de vaccination pour venir en aide. Alors, j'ai aperçu une question, parce qu'il y a des gens qui se portaient un peu volontaires, et la question était de savoir comment, effectivement, ils pouvaient se porter volontaires, participer à la campagne de vaccination. Bah, ça, après, ça dépend du statut de la personne. En ce qui concerne les personnes qui sont au niveau qui sont libérales, hein, les infirmiers ou infirmières libérales, c'est l'URPS infirmier L'ordre, qui, éventuellement, qui et pourrait l'ordre. effectivement centraliser les Alors, l'ordre volontaires. peut centraliser, bien sûr, bien sûr. Il y a pas de problème. Mais, c'est parce que, on a commencé, à recenser, par rapport à l'URPS pour les libéraux. Et puis, je vous invite à vous faire connaître auprès de monsieur Mamry, et puis de l'autre président, monsieur Le corps. Lecor, parce que du coup, ils pourront nous dire, nous donner à ce moment-là, une liste d'infirmiers qui serait OK pour venir nous aider, en sachant que donc pour les salariés, le 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 travail est, Plutôt en interne que effectivement les choses se feront, ouais, bien ouais, sûr, c'est ça. Mmh. avec effectivement l'encadrement. Mmh. J'ai vu aussi une question qui était juste au-dessus. Est-ce qu'il y aura des médecins présents dans tous les centres de vaccination? Toujours. Alors, je vais vous donner un sentiment personnel. Aujourd'hui, compte tenu effectivement des réactions anaphylactoïdes qui ont été observées de par le monde, c'est quand même un peu difficile. Autant la vaccination contre la grippe, on a beaucoup allégué les chocs anaphylactiques en sachant qu'ils étaient extrêmement rares, voire peut-être même quasi inexistant. Autant effectivement sur cette vaccination qu'on ne connaît pas encore très bien, je pense que ça va être compliqué de ne pas mettre de médecin pour faire effectivement la vaccination, ce qui est une des difficultés pour aller à domicile, ce qui est une des difficultés évidemment. Alors est-ce qu'il faudra systématiquement que chaque patient soit vu, comme au début c'était envisagé, par un médecin? Peut-être qu'effectivement l'auto-questionnaire dont vous avez l'expérience en médecine du travail, effectivement pourra suffire, mais il faudra sans doute qu'il y ait un médecin dans la structure pour 1, 2, 3, 4, 5 chaînes de vaccination, si on remonte des très gros centres de vaccination qui ne sont pas très à la mode, parce qu'effectivement, on entendait encore que le vent change très régulièrement. Et donc, je pense que dans un premier temps, il sera difficile à un pharmacien seul ou à une infirmière seule de vacciner, effectivement, notamment avec les 2 vaccins ARN messager. Heu, Alors, il y a une question intéressante. Est-ce que les patients doivent faire un test PCR 72 ouais. heures avant pour obtenir le vaccin? Non. Là, il faut être très, très clair. Évidemment, on ne va pas vacciner des gens qui font effectivement un fébricule, qui ont une infection en cours, et donc quelqu'un qui pourrait débuter éventuellement un Covid. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de symptômes, à partir du moment où effectivement il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de raison de ne pas vous vacciner. Il n'y a pas besoin d'un test PCR, ni 72 heures, ni avant. Par contre, le test PCR reste évidemment nécessaire si vous pensez que vous faites un Covid, et donc si vous avez des symptômes infectieux. Et encore une fois, le Covid n'est pas une contre-indication à la vaccination, c'est juste inutile parce que effectivement, lorsque vous avez un test PCR et un Covid symptomatique, vous avez sans doute une immunité assez solide, comparable à celle de la vaccination, et donc ce n'est pas la peine de vous vacciner. Il y a eu des questions sur, j'ai vu une question tout à l'heure passer, sur pourquoi on vaccine plus les personnes âgées, pourquoi on a commencé par les plus âgés, alors qu'on aurait pu commencer par les plus jeunes. Donc, il y a une dernière question sur, est-ce qu'on va vacciner dans les établissements scolaires? Ah oui, alors ça c'est effectivement une sortie du ministre de l'Éducation nationale, de vacciner effectivement les professeurs.
Pourquoi je souris? Parce que vous êtes certainement comme moi confronté à cette difficulté. Quand il faut vacciner un membre de l'éducation nationale, c'est quand même souvent un peu compliqué. Et d'ailleurs, j'ai entendu les syndicats qui ont immédiatement dit qu'en fait, ils n'étaient pas tellement désireux de se vacciner. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de remonter en ce qui concerne justement la transmission du Covid dans les établissements scolaires et qui montrent qu'aujourd'hui, on peut considérer que la fermeture des établissements scolaires, c'est vraiment le dernier recours, la dernière chose à faire. Le confinement, les couvre-feux sont bien avant dans les priorités et dans l'efficacité. Et donc, aujourd'hui, la vaccination des professeurs, oui, pour ceux qui ont plus de 75 ans, mais ils sont rarement en exercice, ou surtout qui auraient des comorbidités. Et ça, c'est possible. Il peut y avoir des gens qui sont professeurs, qui ont un cancer relativement récent. Il peut y avoir des gens qui sont immunodéprimés, qui ont des problèmes de santé. Et là, oui, eux devraient se vacciner, mais pas effectivement toute la population, je dirais, des professeurs ou des agents de service de l'éducation nationale. Hein. Juste un mot, enfin tout à l'heure, plusieurs personnes demandaient si cette webconférence euh, pourrait être disponible. Donc, docteur Leroy, vous enregistrez cette webconférence et Absolument. il sera tout à fait possible et il est bien évidemment envisagé de la diffuser au plus grand nombre pour pouvoir informer vos collègues. Donc, c'est quelque chose qui sera mis en place très, très rapidement. Le deuxième point concernant ce que vous disiez, Madame Leroy, pour ce qui est des appels aux volontaires. Alors, le Conseil de l'ordre a la particularité, c'est que nous avons l'ensemble des coordonnées des infirmières inscrites au tableau, quel que soit leur exercice, salarié ou libéral. Et effectivement, on mettra à disposition, dans le cadre de cette crise, on se mettra à disposition de l'ARS et on va dire des responsables de la coordination des centres de vaccination, les volontaires, donc avec des questionnaires un petit peu comme vous l'avez vu aujourd'hui, enfin, ou hier, depuis dimanche, la manière dont vous vous êtes inscrit, un formulaire en ligne qui vous permettra de vous porter volontaire donc, le plus facilement possible. Et peut-être, on va dire, l'idée, c'est, on en reparlera aussi peut-être jeudi soir, ça sera l'objet de la prochaine, du prochain webinaire, mais l'idée aussi, c'est de faire des choses concertées et on va dire pas rapidement, évidemment, mais pas dans la précipitation pour que les choses soient bien organisées, puisque comme vous l'avez redit à plusieurs reprises, la logistique de ce vaccin, l'organisation dépend beaucoup des modes de transport et de l'utilisation des vaccins. Faut-il aussi qu'ils soient livrés, que la chaîne logistique permette une certaine souplesse. Donc, effectivement, l'appel à volontaires sera fait. Il a déjà été entamé pour les infirmiers libéraux via l'URPS, mais il se poursuivra dans les prochaines semaines, bien évidemment. Je vois passer une question. Combien d'injections pour ceux qui ont eu le Covid? 2, comme tout le monde, mais pas tout de suite si le Covid est récent. Et sinon, si c'est un Covid du mois de mars ou je dirais sur l'été éventuellement, c'est 2 injections de la même manière. Alors, même efficacité sur le variant actuel ou les variants à venir. Alors, les variants à venir, je ne lis pas dans le marc de café, donc je ne peux pas vous répondre. Mais en ce qui concerne effectivement l'efficacité vis-à-vis en fait, du variant actuel, là, je peux vous donner des éléments. Là encore, je ne vous les ai pas montrés parce que je ne pouvais pas peut-être tout partager. Je crois que vous allez pouvoir apercevoir mon écran. Voilà, vous avez en fait un essai qui a été fait sur 20 personnes, sur le sérum, en prenant le sérum de 20 personnes qui avaient été préalablement vaccinées sur des cultures de virus. Donc, le variant, c'est le Y501. En tout cas, il est noté comme ça dans ce petit bout de publication. Et vous voyez en fait qu'il n'y a pas de différence. Et donc, aujourd'hui, c'est malheureusement peut-être que sur 20 volontaires, qu'on a testé en fait aussi bien le variant anglais que le sud-africain, et on n'a effectivement pas de réduction de l'efficacité du vaccin sur le vaccin Comirnaty, c'est-à-dire le vaccin Pfizer-BioNTech. Et pour l'instant, on ne le sait pas sur le Moderna, mais vous savez qu'il y a beaucoup moins de personnes qui ont été vaccinées par le Moderna en Europe. Ça, ce sont des tests en Europe. Il y a une question toujours sur les comorbidités, c'est où est-ce qu'on peut les trouver on peut trouver la liste. Tu sais, Oui, je vais vous dire ça. s'il te plaît. Je vais effectivement passer le lien, je pense, dans lequel vous allez pouvoir retrouver, alors peut-être pas toutes ces comorbidités, parce que là, j'ai vraiment fait une collection importante.
Zut, j'ai pas mis le lien, j'ai pas eu le temps. Pam, pam. Ça diminue, là, il faut… Alors, c'est sur ce document-là que vous allez trouver les premières comorbidités alléguées. Et de mémoire, c'est page 4 ou 5 que vous allez effectivement apercevoir. Les comorbidités sont ici. Donc, revue des facteurs de risque, tac, tac, tac. Alors, vous n'avez pas quelque chose d'aussi détaillé que ce que je vous ai mis, les maladies neuromusculaires, un certain nombre, effectivement, de la drépanocytose, par exemple, ne font pas partie, effectivement, des choses qui sont indiquées à cet endroit-là, mais vous avez quand même l'essentiel en synthèse. Donc, ça, c'est page 5. Page 5 de ce document que vous pouvez trouver sur la HAS, qui, en mettant le titre, je dirais, vous devriez pouvoir effectivement retrouver ça assez facilement. Alors, il y a 2 questions. Oh là, attends, il y a encore d'autres questions. Ayant eu le Covid, quelle quantité d'anticorps visibles sur une sérologie protège-t-elle du virus? C'est pas comme ça que ça marche. En fait, les anticorps peuvent être présents, mais il y a aussi des gens qui ont pratiquement pas d'anticorps visibles. En fait, il faut faire ce qu'on appelle une séroneutralisation, c'est-à-dire qu'on fait une culture du virus, on met en fait le sérum et on regarde effectivement si ce sérum neutralise le virus. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des dilutions qui permettent justement d'évaluer les quantités d'anticorps qui sont présentes. Aujourd'hui, en fait, c'est la séroneutralisation qui est la meilleure manière de savoir si effectivement vous avez, je dirais, développé des anticorps qui vont empêcher le virus de se développer. Par contre, il y a toujours une petite incertitude parce qu'il y a des gens pour lesquels on ne trouve pas d'anticorps et qui, en fait, ne feront pas de la maladie. Ça fait partie des règles générales. Donc, on ne peut pas quantifier de façon, aujourd'hui en tout cas, en routine, les anticorps pour être sûr qu'effectivement les gens ont une protection. Le corrélat de protection n'existe pas pour effectivement une vaccination qui commence à exister. Ça sera après effectivement plusieurs vaccins et beaucoup de personnes, quelque chose qu'on arrivera sûrement à doser, mais pour l'instant, ça n'existe pas. On revient encore sur les comorbidités. Est-ce que tu peux préciser les types de maladies neuromusculaires? Non, pour l'instant, je ne suis pas capable parce qu'il n'y a pas effectivement une liste précise des maladies neuromusculaires. Alors, les maladies neuromusculaires, hein, c'est quand même effectivement habituellement alors, à moins que les gens de médecine du travail aient obtenu quelque chose de plus précis. Mais le questionnaire, je n'ai pas de souvenir dans le questionnaire utilisé en médecine du travail qui ait des détails. Non, il n'y a rien de précisé. Nous, on a vacciné des gens ayant eu des scléroses en plaques, des spondylarthrite ankylosantes. Enfin, voilà. Mais on n'a rien précisé, c'est au cas par cas. C'est les maladies de Charcot, c'est effectivement les scléroses en plaques, c'est toutes ces cohortes de maladies neuromusculaires dégénératives. On a encore des questions aussi par rapport aux contre-indications. Alors, par rapport à la chimio, est-ce que quelqu'un qui est en chimio peut se faire vacciner? Oui, avec sans doute une moindre efficacité de la vaccination, mais il est particulièrement à risque de Covid grave et donc oui, ça fait partie des indications de vaccination. D'accord. Et c'était une question qu'on avait déjà eue tout à l'heure par rapport au… est-ce qu'il y a d'autres effets graves que le choc anaphylactique? Alors, c'est effectivement, je dirais, une bonne question.
On a une surveillance vis-à-vis en fait de paralysie faciale qui ont été relativement rapidement régressives, puisque dans les 3 semaines, elles ont régressé, où il y a eu un petit excès entre guillemets de paralysie faciale dans le groupe des personnes qui ont reçu la vaccination, un peu moins dans la partie placebo. Pour l'instant, les pharmacovigilants ont décidé en fait qu'on n'avait pas dépassé le seuil, si vous voulez, de la population générale. Il y a des gens qui font des paralysies faciales à frigorer, paralysie de Bell, si vous cherchez effectivement le terme en anglais, et vous verrez effectivement que pour l'instant, il n'a pas été attribué spécifiquement ce risque à la vaccination, mais c'est sous surveillance. C'est peut-être l'effet effectivement indésirable un peu plus grave que effectivement ce qui est habituellement observé, mais on reste sur des choses qui sont finalement pas très graves et qui, pour l'instant, en tout cas, sont relativement rares. On est sur quelque chose comme 6 paralysies faciales, 4 du côté des vaccinés, 2 du côté effectivement du groupe placebo. Donc, on est sur quelque chose qui reste relativement très rare et finalement, c'est un vaccin qui est plutôt très bien supporté, à part effectivement les chocs anaphylactiques. Sur les deuxièmes injections, donc il y a une première question sur le vaccin est efficace combien de temps après la deuxième injection? Et si jamais on oublie de faire la deuxième injection, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, le vaccin est efficace dès la première injection. Simplement, cette efficacité n'est pas très durable, en tout cas pas plusieurs mois. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire la deuxième injection. Pour l'instant, la durée d'efficacité de la vaccination dépassera très probablement les 8 mois et les 9 mois et les 1 an peut-être, mais ce sont des précisions qui sont à venir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire la deuxième injection et probablement dans un délai relativement pas trop éloigné, du côté des 30 à 40 jours après la première injection, au plus 40 jours. Il y a une question sur les MIS-C entrent-elles dans les comorbidités? Je ne t'ai pas entendu. Ah, les MIS-C entrent-elles dans les comorbidités? Ouais. Pas à ma connaissance. Alors après, il y a des MIS-C qui peuvent être effectivement sous traitement immunosuppresseur et qui du coup pourraient rentrer effectivement dans les comorbidités. Ça se discute, mais la MIS-C n'a pas, je ne l'ai vu nulle part. Alors, je vois une question aussi sur la paralysie faciale avec un antécédent de paralysie faciale. Ça n'est pas non plus une contre-indication. Est-ce que Alors, ça peut récidiver? Oui, peut-être, mais pas plus, je dirais, particulièrement. sur la surveillance de 15 minutes, Mmh. parce que c'est vrai que ça, c'est donc peut-être apporter un peu de précision sur le fait qu'on reste peut-être pas au pied du malade, à regarder si tout va bien. Ben, je laisse nos amis infirmières de médecine du travail répondre. Mhm. Non, non, effectivement, on ne les garde pas avec nous au pied, avec nous, enfin, si proches pendant 15 minutes, parce que, en fait, on vaccine pendant ce temps-là d'autres personnes, mais on a organisé notre salle de réunion en salle d'attente, ce qui permet aux gens d'échanger entre eux. Et puis, voilà, on les met avant là en salle d'attente en attendant le médecin et on les remet après notre vaccination dans cette salle-là pendant 15 minutes, ce qui fait que bon, bah, on les a à l'œil au cas où, mais on ne les garde pas avec nous en permanence. Alors, je confirme parce que j'ai fait un tête-à-tête avec la directrice générale du CHU de Rouen, ce que je n'avais pas l'habitude de faire, évidemment. Et c'est moi qui l'ai surveillée pendant 5 minutes, ou alors c'est elle qui m'a surveillé. Alors, le Parkinson, la maladie de Parkinson, peut-être, Ah bah, maladie neurodégénérative, mais pas musculaire, mais oui, bon, après, les Parkinson jeunes sont effectivement relativement rares, mais a priori, je pense qu'ils rentrent dans les comorbidités. ok. Je pense on a fait, alors à moins que des personnes. Alors, Euh, ce qu'on peut peut-être faire, parce que ça, c'est la particularité de ma situation, j'ai une personne qui s'appelle Legros qui lève la main. Si les gens lèvent la main, on peut peut-être prendre une dernière ou quelques dernières questions en leur donnant en fait la possibilité de nous parler. Ça ira plus vite. Il y a peut-être des questions qu'on a oubliées. Et auquel cas, effectivement, si vous levez la main, vous utilisez lever la main, je vous donnerai la parole. Pour l'instant, je vois personne de plus que la personne qui s'appelle Legros.
qui est monsieur ou madame Legros. Ah, voilà, j'ai Alain. Voilà. Je peux demander la réactivation du micro de Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir. J'avais posé une question sur y a-t-il une contre-indication à la vaccination chez un patient traité par anticorps monoclonaux type Xolair? Non, pas à ma connaissance, mais ça fait partie des situations pour lesquelles une expertise, je dirais avec le prescripteur du traitement, serait intéressante. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main? Oui, Siras. Allez-y, il faut que vous activiez votre micro. Voilà. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Je voulais poser une question. Je suis infirmière libérale et je voudrais que vous reveniez sur l'accessibilité à la vaccination. Parce que j'ai moins de 50 ans. Donc, est-ce que c'est accessible pour nous ou pas? Alors, Corinne peut aussi vous répondre, mais tu me complètes, Corinne, si je me trompe. Effectivement, c'est 50 ans ou des comorbidités. Et donc, si vous n'avez ni de comorbidité, ni effectivement l'âge, normalement, pour l'instant, il vous est proposé de ne pas être prioritaire. Mais vous pouvez bénéficier, par exemple, si vous travaillez dans un EHPAD, de doses qui resteraient. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, la personne qui s'appelle Van Nuvel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, la question, je voulais savoir si vous avez des retours, enfin, il y a une personne de l'ARS qui était là tout à l'heure, des retours de la réserve, des gens inscrits à la réserve sanitaire ou du pôle situation opération. Car personnellement, de la réserve sanitaire, je n'ai pas de nouvelles. Du pôle situation opération, j'en ai eu des nouvelles la semaine dernière. On voulait me faire partir en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, alors que je pense qu'en Normandie, il y a peut-être des besoins. Alors, est-ce qu'il y a des coordinations, quelque chose qui se met en place? Parce que ce serait peut-être pas mal qu'on puisse gérer au plus proche, surtout qu'on m'a demandé mes disponibilités, ce que je pouvais faire au niveau géographique, au niveau des placements, mais pas la Bourgogne-Franche-Comté, ça me paraissait un peu loin. Alors, pas à ma connaissance, là, je ne pense pas. Par contre, par rapport à votre participation en Normandie, alors je sais qu'il y a des choses qui s'organisent. Par exemple, dans le département de l'Orne, ils ont mis en place un système pour que les personnes puissent s'inscrire sur des plages horaires pour pouvoir venir travailler dans les centres de vaccination. Donc, voilà, après, je vous dis, pour l'instant, hein, ça va peut-être changer. On va peut-être. Il faut se dire que là, pour l'instant, on a vacciné beaucoup dans les EHPAD. Donc, il y a eu un petit peu de renfort demandé dans les EHPAD avec des effectifs assez importants. On a vacciné les professionnels de santé et vous voyez, on va commencer tout doucement là à vacciner les plus de 75 ans. Je pense que c'est quand on va commencer à vacciner tout le monde avec les centres de vaccination qui vont grandir que là, on va certainement faire peut-être appel à plus de renforts. Et puis, on espère qu'à un moment donné, on puisse avoir des vaccins qui vont pouvoir se faire comme d'hab avec les docteurs et les infirmiers, comme les autres vaccins, quoi. Parce qu'au niveau du pôle situation opération, on est directement inscrit auprès du ministère. Compléter un peu vos propos, globalement, la réserve sanitaire s'inscrit aussi dans une démarche de mission de plusieurs jours. Alors que là, ce qui se mettra en place avec l'ARS et les organisateurs, c'est que peut-être que ce seront des vacations, soit d'une matinée, soit d'une journée, voire deux. En tout cas, la particularité de la réserve sanitaire, c'est que ce sont des missions qui sont aujourd'hui d'une dizaine de jours
pas simplement sur de la vaccination, mais aussi dans des renforts, notamment d'EHPAD, etc., d'établissements sous tension. Donc les démarches sont complémentaires et peut-être un petit peu différentes. La personne qui s'appelle Fourneau. Ah oui. Il peut réactiver son micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir Jean-Philippe. Je me doutais bien que ça pouvait être toi. C'était moi. Bon, déjà, merci pour ta présentation qui était très intéressante et limpide, donc merci beaucoup. J'ai une question qui va être pratico-pratique par rapport à la vaccination des personnes âgées à domicile. Par exemple, quand les personnes âgées seront éligibles, je prends un exemple, 82 ans par exemple, quid de la vaccination du conjoint qui ne sera pas, par exemple, dans la tranche d'âge de son conjoint. Ça touche ma famille, par exemple, où mon papa est handicapé et sera, je pense, très difficilement touché s'il devait avoir la Covid. Et il vit avec ma maman qui, elle, ne sera pas éligible en même temps que lui. Comment ça se fera, cette petite affaire? Ça fait partie, je dirais, des difficultés quand on a effectivement des vaccinations par tranche d'âge. Alors, on a à peu près la même chose dans les EHPAD avec la situation d'un homme, c'est souvent les hommes qui sont un peu plus âgés et dépendants, et puis une épouse qui vient le voir et en fait, effectivement, la vaccination ne se fait pas en même temps alors qu'on aurait espéré qu'elle se fasse en même temps. J'ai pas de bonne solution. Après, effectivement, je pense quand même que lorsqu'on s'inscrira, quand les gens vont s'inscrire pour être vaccinés dans les centres de vaccination, avec en fait un certain nombre de courriers, il y a une certaine souplesse qui a été indiquée pour justement accepter un certain nombre de situations qui peuvent être de cette nature avec quelqu'un qui serait effectivement très, très dépendant. Corinne, tu peux compléter éventuellement ce que je disais? Moi, j'étais. Non, tu n'as pas d'éléments à apporter? Non. C'est une situation qui est difficile et qui, alors moi je peux, avec Corinne, je peux vous révéler ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, lycée Jean Gault à Dieppe, où on a fait la vaccination. Donc on nous avait dit, vous vaccinez jusqu'à 18 ans. Bon, voilà. On s'est retrouvé avec les élèves de terminale. Il y avait ceux qui redoublaient ou qui avaient un peu trop redoublé, qui avaient 19 ans. Et là, ils nous disaient, mais on est dans la même classe, c'est idiot de ne pas nous vacciner. Tout à fait. Et ben voilà, c'est le genre de situation qu'il nous a fallu gérer. Alors je pense que quand on est en fait dans des situations qui sont un peu limites et tout ça, ça se gérera sans grande difficulté. Par contre, effectivement, si on crée entre guillemets un flux important de personnes qui ne rentrent pas en fait dans les personnes prioritaires, on aura forcément à un moment un problème de dose. Et donc, c'est ça qui va nous limiter. C'est pas effectivement qu'on ne veuille pas les vacciner parce que on n'a pas été autorisé. C'est plus effectivement la disponibilité en dose qui risque effectivement de poser problème. Donc peut-être qu'il faudra décaler de quelques semaines parce que on va quand même, je vous ai montré rapidement le tableau de disponibilité, on va quand même avoir un nombre de doses assez conséquent assez vite. Et donc, il faut espérer effectivement qu'on pourra résoudre ça, je dirais, voilà, avec un peu plus de souplesse et de facilité sur le nombre de doses. Oui, d'autant que si on accorde cette souplesse-là pour la première, après, il faut aussi anticiper la deuxième. Ah bah oui. Okay, merci. Et une petite précision, parce qu'on m'a posé la question ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai des gens qui m'ont appelé en disant, oui, mais il n'a pas 75 ans, donc il aura ses 75 ans dans 8 mois, donc est-ce qu'on pourra le vacciner quand même? Et il n'y a pas d'anniversaire là, enfin, il n'y a pas une date anniversaire. On a 75 ans dans l'année, on se fait vacciner. Oui. On a une souplesse, c'est ce que tu dis, pour interpréter effectivement un certain nombre de choses par rapport à certaines situations. Là, on précisait, par exemple, on racontait l'histoire d'un gamin qui a fait multiples infections alors que, a priori, il est jeune, plutôt en bonne santé, sportif, et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a fait multiples infections. Donc, il a un terrain un peu particulier. Là encore, ça s'apprécie et le médecin qui sera dans le centre aura en fait cette souplesse d'appréciation. Alors après, s'il ne sait pas, de temps en temps, je vais recevoir des appels téléphoniques. Ça a déjà commencé, je vous rassure. Merci. On a Catherine Butin.
qui, je pense, n'a pas parlé et pourrait parler. Bonjour. Ah, alors votre micro est ouvert et on ne vous entend pas, a priori. Alors, je vais passer, on va en profiter. Il y a Mariette qui pose une question. Est-ce qu'un système de bons, comme pour la grippe, va être envoyé, fait et envoyé? Oui. Oui. C'est prévu, hein. Il y aura un système de bons pour effectivement identifier les personnes qui viendront se faire vacciner. Même chose. Alors, il y a une… Ah, Une petite question. je vous en prie, monsieur Fleury. Petite question. Pratique, les malades sous anticoagulants. Peuvent être vaccinés. Je vais laisser le… Oui, mais Oui. ouais, la conduite à tenir, la compression, voilà, combien de temps? Frédéric? Oui, on leur demande de comprimer 2 minutes sans masser. Pardon, sans masser, mais de bien comprimer pendant 2 minutes. D'accord, merci. Voilà. Donc, il y avait une question pour des personnes ayant fait un choc anaphylactique. Vous avez dit qu'il fallait avoir l'avis d'un allergologue et du coup, comment ça se passe? Faut-il prendre un rendez-vous avant ou préalable, sachant qu'il faut parfois un délai assez long? Malheureusement, oui, c'est effectivement bien la situation. Il faut prendre un rendez-vous avec un allergologue ou avec quelqu'un qui va avoir une vision un peu experte de ce qui vous est arrivé, de manière à effectivement avoir, je dirais, des réponses et arriver avec un courrier et sans doute prévenir, mais peut-être que ça fera l'objet aussi, pour l'instant on ne maîtrise pas encore ça bien, mais de consultations, voire de situations de vaccination un peu particulières. À la question, pas besoin d'aller chez son médecin traitant avant de venir en centre, non, hein, vous allez directement, enfin quand vous avez la possibilité, vous êtes éligible, vous allez directement dans le centre de vaccination et c'est le médecin qui sera dans le centre qui fera que vous pouvez vous faire vacciner ou pas. Il y a une question qui était pareille pour les infirmiers libéraux. Si on fait 50 ans en 21, est-ce qu'on peut se faire vacciner? Oui. On ne va pas interpréter au pouillem de 2 mois près ou 1 mois près. En tout cas, c'est ce que nous, on recommandera. Je crois que là, les personnes commencent à dire merci à J'ai tous. encore quelqu'un qui a levé la main, qui peut peut-être parler. Webinaire vaccination Covid-19. Là, je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus. A priori, vous avez la possibilité de parler. Bonsoir. Bonsoir. Madame Dehaye Christiane, infirmière à l'hôpital de l'Aigle. Oui. Donc, je vous posais la question de savoir, est-ce qu'on peut avoir des flyers pour notre hôpital? Parce que nous, on a vacciné, mais sans vous mentir, moi, personnellement, je n'avais pas du tout d'informations sur le Covid. Je ne pouvais pas informer plus que ça mes patients, donc c'est un peu gênant, quoi. La deuxième question que je voulais poser, c'est, bon, ben, j'ai pas accès au médecin parce que c'est plus la nuit. Quelle est la relation de mettre les patients, parce que j'ai traité beaucoup de patients Covid, sur dexaméthasone et sur les calciparines. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que je peux profiter de ce pour savoir plus? On les met automatiquement sur ces double antithérapiques, dexaméthasone et les calci. Quelles sont les relations avec ces produits-là et le Covid? Alors, la dexaméthasone, c'est un corticoïde, c'est un produit qui a comme intérêt en fait de diminuer l'inflammation. Il s'avère que dans un certain nombre de situations de Covid graves, on a en fait un emballement de la réaction inflammatoire et du coup, on n'observe pas forcément, je dirais, les conséquences de l'infection, mais plutôt les conséquences de l'emballement de l'inflammation. Et donc, la dexaméthasone a prouvé à travers une étude qui a été conduite en France qu'elle permettait justement de modérer cette réaction qui s'emballe et de justement avoir un effet globalement sur la mortalité et sur effectivement l'évolution des Covid graves.
Alors, c'est malheureusement pas quelque chose qui marche à tous les coups, mais c'est effectivement un produit qui maintenant est assez systématiquement utilisé. Alors, la calciparine, ça a été aussi une proposition, mais là, pour le coup, qui est un peu plus discutée parce qu'on sait qu'un certain nombre de Covid font en fait des embolies pulmonaires. Donc, la calciparine permet évidemment de lutter contre une embolie qui serait constituée. Il n'y a pas de raison à l'heure actuelle, à ma connaissance, de mettre effectivement les gens sous calciparine ou une héparine de bas poids moléculaire ou effectivement de l'héparine tout court de façon préventive, je dirais de façon systématique préventive, parce que les embolies pulmonaires ne sont quand même pas si fréquentes, en tout cas elles ne sont pas systématiques dans les cas de Covid grave. Bon, merci. Et des flyers, parce que c'est vrai que ça a été très, très instructif, tout ce que vous nous avez dit depuis la conférence jusqu'à maintenant. Mais bon, on ne tient pas tout ça en tête. Hein. Si j'ai les flyers, je vais de temps en temps pour pouvoir répondre aux questions et surtout aux appréhensions de tous ceux qui reçoivent leur sang. Il y a plein de documents qui sont en train d'exister concernant la reconstitution, l'utilisation du vaccin Pfizer ou du vaccin Moderna, qu'on peut vous faire parvenir, qu'on peut faire parvenir aux ordres de manière à ce qu'ils puissent les diffuser en version PDF. Il faudra juste les imprimer, et ça sera sans doute plus rapide et plus facile. Après, il y a effectivement des documents comme le résumé des caractéristiques du produit, qui est quand même pas très difficile à lire, c'est vrai un peu long, un peu technique parfois, parce que en verbiage un petit peu administratif, mais enfin qui précise quand même assez bien un certain nombre de choses. Après, il y a les avis, mais là, les avis, effectivement, c'est souvent 30, 40, 50 pages, c'est plus compliqué. À ma connaissance, Corinne, je ne crois pas dire de bêtises, il n'y a pas de flyer pour inciter les gens à la vaccination. Il y a des affiches, mais pas de flyer. J'ai pas, non, j'en ai pas vraiment vu, non. Il y a beaucoup, mais je profite peut-être de ce moment-là pour dire que c'est vrai que ce qui a été plutôt demandé, c'est que justement, et c'est pour ça qu'on est très content d'être avec vous ce soir, c'est que ce soit les soignants qui puissent, plutôt que ce soit des flyers qui arrivent du ministère avec des informations sur le vaccin, c'est que ce soit les soignants qui sont en contact au quotidien avec les patients, qui puissent passer l'information et qui puissent dire combien c'est important de se faire vacciner. Et moi, je crois, pour l'expérience qu'on peut avoir avec Jean-Philippe, où on a fait quand même pas mal de soirées sur les premières campagnes qu'on a menées, on voit bien que quand les professionnels de santé portent avec nous la campagne de vaccination, il n'y a pas photo, on a une réponse. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment content d'être là ce soir et de pouvoir compter sur vous pour pouvoir passer ce message d'importance de se faire vacciner, que ce vaccin, il n'a pas trop d'effets secondaires et que voilà, ça va nous permettre de lutter contre ce Covid, même s'il faut encore garder un masque. Mais bon, voilà, ça me semble. Je vous remercie beaucoup. Voilà, désolée. Mais on compte sur vous, voilà. Merci. C'est une bonne idée, on va y penser et on va effectivement essayer de voir ce qu'on peut faire. Question d'ailleurs à Frédéric et Aurélie qu'on n'a pas entendu, donc on peut peut-être lui poser la question spécifiquement. Est-ce que vous remettez quelque chose à l'issue de la vaccination? Est-ce que vous avez pensé ou déjà rédigé un flyer ou un document pour inciter les gens à se vacciner? Alors nous, personnellement, dans le service, non. Après, on utilise un document qui est édité par l'Agence nationale de santé du médicament, qu'on remet, et c'est surtout sur les effets indésirables, mais on n'a pas non plus rédigé de flyer, qui est tout à fait une bonne idée et peut-être à soumettre au sein de l'institution, en tout cas. Ben voilà un projet pour les élèves infirmières qui sont en stage. Après, ce qu'on remet aux gens qui se sont fait vacciner, c'est un petit, si vous voyez, un petit badge. Oui. On remet ça, voilà. Vous n'y avez pas eu le droit la première fois, mais prochaine dose, vous y aurez le droit. Vous y aurez le droit. D'accord, donc en fait, il faut venir la deuxième fois, sûr d'avoir le rappel. Exactement, c'est pour être sûr de venir, on donne le badge la deuxième fois. Pour pouvoir témoigner, j'ai été me faire vacciner, mais effectivement,
Ma situation au CHU est plus facile. Corinne, par exemple, n'a pas pu être vaccinée puisque l'ARS, elle est effectivement dans des situations un peu plus difficiles. Par contre, j'ai été dans les tout premiers et donc, évidemment, tout n'était pas en place. Après, comme Madame Leroy l'a dit, je pense que, alors, pour ma part, je n'ai pas encore l'âge, je n'ai pas encore les comorbidités, mais j'ai pu bénéficier d'un reste de flacon et exerçant en réa, ça a peut-être joué, mais je pense que comme ce qui a été dit, c'est vrai qu'une fois vacciné, bon, concrètement, vous l'avez dit, docteur Leroy, par rapport au vaccin contre la grippe, les effets secondaires locaux sont quasi inexistants. Moi, je déteste les piqûres, je n'ai pas du tout senti l'aiguille. Et trêve de plaisanterie, c'est vrai que je pense que bien informé, et j'en profite d'ores et déjà pour beaucoup de personnes là, qui ont dû nous quitter, l'ont déjà fait, mais pour vous remercier, docteur Leroy, Madame Leroy et Mesdames Lambert et je crois Deneuve, merci d'être là parce que vous êtes encore au travail, si je ne me trompe pas, et c'est vrai que par cette information, par ces échanges, ces questions qui ont pu vous être posées, les réponses que vous avez pu apporter, je pense qu'aujourd'hui et demain, les infirmières qui ont pu participer à cette réunion, à ce webinaire, ou les autres qui le verront au travers les réseaux, seront mieux informés et pourront être ambassadeurs, ambassadrices pour voilà, rassurer un petit peu la population et certains professionnels qui n'étaient pas nécessairement bien informés. Et je crois que ce type de webinaire devrait presque être obligatoire. Enfin, j'aime pas trop les notions d'obligation, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est très, très utile. Et ce témoignage des infirmières de santé au travail et de ce que vous faites aussi est très, très instructif. Je vous en remercie vraiment grandement. Vraiment, super. Écoutez, effectivement, on croit que c'est surtout un manque d'information qui a fait un certain nombre d'hésitations au départ. C'est pour ça qu'effectivement, on a fait ça. C'est pour ça qu'on va continuer de le faire. Je dirais qu'on va effectivement, à travers des grands groupes, des grandes, je dirais, parce que la salle Zoom là, qu'on a maintenant peut contenir 10 000 personnes. Alors, c'est peut-être beaucoup parce que pour voir les questions dans un fil de discussion, ça devient très compliqué quand on est effectivement plus de 1000. Mais on croit effectivement que ce système qui fonctionne plutôt bien permet justement d'informer les gens et change la donne. C'est peut-être une des raisons, allez, peut-être une des raisons qui fait que effectivement la Normandie est pas trop mal en termes de couverture vaccinale. Moi, ce que j'espère, c'est que la couverture vaccinale des soignants va aussi changer parce que malheureusement, j'ai l'exemple autour de moi. Hein, les médecins des urgences, j'en connais un qui malheureusement a fait des complications assez sévères et ça l'a effectivement mis hors du champ du soin à un moment difficile pendant plusieurs semaines, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. On a des gens pour lesquels il n'y a rien et des gens pour lesquels il peut y avoir des complications même en dessous de 50 ans. Et donc c'est pour ça que les soignants doivent faire attention, garder évidemment des gestes barrières et se vacciner tant que effectivement le virus continuera de circuler. Je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions, peut-être pas toutes. Je vais voir comment on peut mouliner effectivement le fichier pour pouvoir être revu. On verra effectivement la taille, mais là on a fait 2 heures. Ça va quand même encore être un peu copieux. Puis on se revoit jeudi de toute façon. Donc